Les gars qui me disent oui, non, on va démocratiser, on va révolutionner l'économie. On va rien révolutionner du tout. C'est clair que c'est une innovation, mais il y a toujours des gros bonnets qui arrivent, qui gagnent de l'argent. Et il faut arrêter d'être naïf. Et donc une fois pour toutes, la finance, c'est un éternel recommencement. C'est toujours la même chose. L'argent appelle l'argent. Il faut pas être naïf. Quand il y a de l'argent, les banques elles sont là. 200 000 bitcoins pour Blagro. Il y aura un gros problème de financement des retraites. Donc ça veut dire que ceux qui ont 20 ans aujourd'hui n'auront pas de retraite. Quand j'étais trader et tout, je pensais que j'étais le maître du monde et tout. Quand je me suis pris des baffes par la vie, j'ai dit non, t'es rien. N'importe qui peut être au sommet et tout perdre du jour au lendemain. Ne sois pas arrogant. Parce que si t'es arrogant aujourd'hui, demain, tu vas être plus bactère. Et le mec que tu as méprisé aujourd'hui, il sera au-dessus de toi. Tu dois également comprendre qu'il y a une autre voie que le parcours traditionnel. À savoir, j'ai des diplômes, je travaille, j'achète une maison, j'épargne et j'ai ma retraite. Ça, c'est le parcours traditionnel. Il est foutu. Je ne vais pas mépriser quelqu'un parce qu'il n'a pas fait mes diplômes. Je trouve que c'est stupide. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas fait d'études et qui sont bien meilleurs que moi et qui sont excellents. Et les études ne prouvent pas ta valeur. C'est bien de faire des études, mais tu vas pas juger quelqu'un. Par exemple, toi, tu me dis, t'as mis, j'ai pas fait. Je vais pas te mépriser parce que t'as pas fait Polytechnique ou HEC. Ce serait stupide de ma part. La vie, elle est dure. Alors, tu peux être au sommet aujourd'hui et du jour au lendemain, tu peux tout perdre. On nous a dit, voilà, tu dois étudier, tu dois devenir médecin, tu dois devenir expert comptable. Mais on ne nous a pas dit, c'est pas suffisant. Ce n'est que le début. Il arrive un truc grave dans ma vie, je frôle la mort. C'est-à-dire, je me lève pour aller aux toilettes, je tombe sur le crâne de tout mon corps, et là, je suis à 2 doigts de mourir. Alors, pour la première fois, j'ai noté des questions pour mon invité. Il y a beaucoup de personnes qui ont passé sur cette page Entreprendre autrement. Merci à tous. Pourquoi? Parce que j'ai un invité spécial. Donc, avant de commencer, je vais vous demander, est-ce que vous avez de la pêche et vous êtes en train d'agir tous les jours? Et là, ça va vous permettre de comprendre qu'on va agir. Magnifique. Donc, c'est un honneur et un grand plaisir. Donc, je peux dire c'est un rêve réalisé pour moi, pour la communauté, d'avoir un mentor pour moi, pour toute la jeunesse et toutes les personnes qui s'intéressent, surtout ce qui est finance, autofinance décentralisée. Il fait partie des premières, bon, pas premières, mais en tout cas, il fait partie des premières qui ont décentralisé, démocratisé cet univers-là. Moi, j'ai beaucoup de mentors en Afrique qui m'ont dit que c'est grâce à Moussier Tamikaba on a eu à apprendre le trading avec TKL. Donc aujourd'hui, vraiment, on va partager beaucoup de choses. Je vous prends un popcorn, une bouteille d'eau. Vous allez apprendre parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une podcast de discussion, mais une leçon de vie et on va apprendre beaucoup dans l'univers de la crypto, du trading d'une manière générale. Et avant d'aller plus loin, je vais laisser mentor là, voilà. Et est-ce que vous me permettez qu'on se tutoie parce que avec grand plaisir. Donc, je vais vous laisser d'abord. Je sais que beaucoup de personnes vous connaissent déjà, mais il y aura une ou deux personnes qui vont tomber sur cette vidéo pour la première fois. Si vous devez vous présenter, comment vous allez le faire? Déjà, j'ai pas envie de me présenter de manière traditionnelle parce que tu vois, il y a plein de vidéos sur moi. Donc, faites Tamikaba, je tapis Tamikaba, vous allez me retrouver. Mais honnêtement, donc, je suis quelqu'un, donc je suis né au Maroc, j'ai grandi au Maroc. Et j'ai connu le parcours du combattant. C'est-à-dire, j'ai obtenu plein de diplômes. J'ai réussi, selon les critères, beaucoup d'Africains ou même beaucoup de gens en général considèrent que les études, avoir des diplômes, c'est réussir dans la vie. Or, j'ai obtenu les diplômes, je suis devenu trader à Londres, j'ai réussi selon les standards traditionnels et pourtant, du jour au lendemain, divorce, j'ai tout perdu, je me suis retrouvé au RSA et j'ai compris que tout ce qu'on nous avait enseigné à l'école était complètement à côté de la plaque. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on ne nous a pas préparé à ce qui allait arriver, à la vie. La vie, elle est dure. Alors, tu peux être au sommet aujourd'hui et du jour au lendemain, tu peux tout perdre. Or, ça, on ne nous avait pas préparé. On nous a préparé, on nous a dit, voilà, tu dois étudier, tu dois devenir médecin, tu dois devenir expert comptable, tu dois devenir notaire, tu dois devenir je sais quoi, mais on ne nous a pas dit, c'est pas suffisant. Ce n'est que le début. Et ça, je ne l'avais pas compris. Et quand j'ai tout perdu, ça a tout remis en question parce que je suis retrouvé papa d'un enfant, divorcé, chômage, dans la galère, alors que le mec qui vient d'Afrique, qui se dit « je vais réussir, j'ai fait des bonnes études, je suis trader à Londres », c'est bon, t'as réussi, le mec. Et puis là, je me retrouve de réussite à loser. Et quand tu viens d'un pays africain en Europe, l'idée, c'est encore plus dur parce que tu as laissé ta famille derrière toi, tu as laissé tes amis, tu as laissé tes origines, tu as laissé tes racines. Et normalement, c'est pour réussir. Si c'est pour te retrouver au RSA loser,
il valait mieux rester au Maroc, il valait mieux rester au Sénégal, on est d'accord. Et premièrement, la vie est dure en Europe. Il y a beaucoup de gens, et là, je sais que ton audience, tu es au Sénégal, Dakar, Afrique, voilà. Grand bonjour. Mais il y a beaucoup de personnes qui nous suivent en France. Hein, les oui, non, mais je sais, partout dans le monde. Exactement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de gens, ils quittent l'Afrique pour réussir, etc. Or, aujourd'hui, et toi, tu en es la preuve, mais il y en a plein, il y a des choses à faire en Afrique. Oui. Et donc, ça, j'ai résumé un petit peu mon parcours. Et donc, à partir de là, en fait, je me suis dit, waouh, je suis agrégé d'économie, j'ai des masters en finance, j'ai plein de diplômes. Tu vas sur LinkedIn, j'ai plein de diplômes. Je voulais te poser, hein. Et là, tu te retrouves au chômage, en galère, etc. Et là, je me dis, mais en fait, on s'est vraiment foutu de notre gueule. Et les études, c'est bien, c'est important, attention, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire d'études. Exactement. Mais attention, ne misez pas tout sur vos études. Et c'est là où j'ai commencé à tâtonner. J'ai créé la TKL en 2010, à Casablanca. Mais j'étais à des années-lumière de maîtriser le business, de maîtriser le marketing, J'avais mes compétences, finance. J'étais compétent, j'avais écrit des bouquins, j'étais passé à la télé, j'avais donné des conférences, j'avais enseigné dans les meilleures universités. Mais je n'avais pas le sens du business. Je connaissais rien à la liberté financière. J'étais complètement à côté de la plaque. Parce que l'argent reste tabou. Dans nos sociétés, ça reste tabou. Exactement. Et donc, comme je ne l'ai pas appris, il a fallu que je l'apprenne sur le tas. Et donc, 2010, je crée ma chaîne YouTube. Et cette chaîne YouTube, on a près de 3000 vidéos. Waouh. Pas mal, près de 80 millions de vues, je pense, en organique, hein. Et je sais qu'il y a plein de gens qui nous suivent en Afrique, en France, partout dans le monde. Et je suis très content de participer à cette interview. Pose-moi toutes tes questions, fonce. Exactement. En tout cas, on est très, très content. Donc, votre parcours est très inspirant. Et les gens qui disent que voilà, M. Tami, il est vraiment l'expert dans le marché financier. Donc, quand on revient sur ça, moi, vous l'avez un peu broché tout à l'heure, mais vous êtes surdiplômé si on regarde votre parcours. C'est-à-dire que vous n'êtes pas quelqu'un qui est entré dans l'univers du marché financier par tâtonnement ou bien par amour. Non. Mais vous avez un parcours. Si aujourd'hui, vous allez citer, disons, 4 ou 5 diplômes les plus précis, parce que vous allez faire même un concours pour être enseignant au niveau de la France, si je ne me trompe pas. Agrégé. Je vous avais bien suivi. Hein? Mais comment ça s'est passé si vous allez... parce qu'il y a des gens, souvent, vous l'avez dit même, souvent, avoir certains diplômes sans même travailler est une forme de réussite. Bien sûr. C'est une réussite. Tu veux que je développe? Ok. Pourquoi j'ai obtenu ces diplômes? Parce que, alors, je l'explique, hein, je viens du Maroc, et en France, il faut bien comprendre une chose, la France, c'est le pays des diplômes. Les diplômes sont prestigieux en France. Plus tu as de diplômes, plus tu es respecté. Et donc, si tu passes par Normal Sup, tu passes par Polytechnique, tu passes par HEC, quelle que soit ton origine, on va te respecter parce que tu es diplômé. Il faut bien le comprendre. En France, il peut y avoir plein de choses, mais il y a une chose qu'on respecte au-dessus de tout, ce sont les diplômes. Et parmi les raisons qui m'ont poussé à faire ça, c'est que j'étais dans un environnement où j'ai compris qu'à chaque fois que je voyais un gars à la télé, il passait, il est agrégé d'économie, il est normalien, il est diplômé de Polytechnique. Et j'ai constaté que beaucoup de journalistes insistaient sur le parcours universitaire. On n'en a rien à faire que tu sois millionnaire, multimillionnaire. Non, tu es diplômé, tu es agrégé. En France, les diplômes, c'est une religion. Tu es diplômé d'une grande école, c'est bon. D'accord? Et donc, moi, j'ai compris, je me suis dit, en France, si tu veux réussir, il n'y a pas 10 000 manières. Il faut avoir des diplômes. Tu dois avoir des diplômes. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc, à partir de là, parce que, premièrement, et deuxièmement, la finance, ça reste un monde fermé. C'est-à-dire, ça reste un monde de fils à papa. En France, il faut avoir fait ces grandes écoles, mais en plus, être issu du bon milieu social. C'est-à-dire, il faut que ta famille elle soit du 16e, de Neuilly, des grands quartiers, des grandes familles, des castes, d'accord? C'est-à-dire, tu as des castes, des gens qui sont non seulement diplômés, mais également qui se connaissent depuis gamin. Ils ont été dans les mêmes lycées, dans les mêmes collèges, dans les mêmes écoles, les mêmes écoles d'ingénieurs. Généralement, ce sont les mêmes calibres. Moi, je suis une anomalie. Normalement, je n'aurais pas dû avoir ces diplômes. Exactement. Normalement, je n'aurais pas dû. L'agrégation, c'est l'un des concours les plus durs de France. C'est prestigieux. Et donc, quand tu parles d'agrégé, il y a l'ancien premier ministre sénégalais, Léopold Senghor, qui est agrégé de grammaire. Exactement. Et il était même président. Et président. Et il a même été dans le Sénat français.
Et là, son agrégation, je sais qu'à l'époque, tu vois, j'avais lu Léopold Senghor. Et comme pour moi, voilà, moi, je suis originaire d'Afrique. Je me suis dit, OK, qui va m'inspirer? Et parmi les inspirations, il y a Léopold Senghor. Et Léopold Senghor, il faut savoir qu'il a raté son agrégation à 3 reprises. Wow. Et il écrivait à ses amis, il leur disait, je suis en train de passer par les moments les plus difficiles de ma vie, c'est une épreuve, etc. Et il parlait de l'agrégation. Et moi, en lisant ça, je me disais, moi aussi, je veux devenir agrégé. Non, mais c'est vrai. Et il fait partie de mes inspirations. Et donc, à partir de là, non seulement, je me suis dit, l'agrégation, c'est prestigieux, tu vois, mais il faut... À quel moment j'ai passé l'agrégation? Il faut bien resituer le contexte. Je suis trader à Londres, je rentre sur Paris, je me marie, tout se passe très mal, divorce, je suis papa d'un enfant, j'envoie 100 CV en France, j'ai 0 réponse. Wow. Alors que j'ai un gros CV. Et c'est là que je me dis, mais c'est pas possible, c'est pas logique. Tu vois, normalement, avec mon CV, et je voyais des mecs qui n'avaient pas mon calibre, et très facilement, ils trouvaient un job. Donc pour moi, c'était soit je repartais à Londres, d'accord, soit je restais à Paris, mais à Paris, je n'avais pas de job. Et c'est là où je me dis, OK, qu'est-ce que je peux faire? Quelle est ma passion? J'adore enseigner. J'adore transmettre. Et c'est là où je me dis, tiens, je vais passer l'agrégation. Mais par hasard, je savais même pas que c'était dur. Je savais pas que c'était une grosse épreuve. C'est là où j'ai commencé à découvrir Senghor, qui a passé l'agrégation, que c'était l'un des concours les plus durs, les plus sélectifs en France, les plus prestigieux. Et là, je me suis dit, waouh, je vais passer ce concours parce que c'est vraiment... Et comme je te l'avais dit, il y a une chose qu'on respecte en France, les diplômes. T'es diplômé, tu vois... Tu es respecté. T'es respecté, agrégé, c'est bon. C'est à vie. T'as un diplôme, même si après t'es nul. Ça, c'est une autre histoire. Mais t'as un diplôme, t'es polytechnicien, même si t'es nul après, t'as fait Polytechnique, t'as fait l'agrégation, t'as fait ça. Donc, en France, il y a un énorme focus sur ça. Et donc, moi, je me suis dit, l'agrégation. Et là, j'ai bossé comme un acharné, sachant que j'étais en phase de divorce, sachant que j'étais fauché, sachant que j'avais rien. Mais dans ma tête, je me disais, je veux devenir agrégé, je veux marquer l'histoire. Et après l'agrégation, c'est là où j'ai écrit des bouquins et ça a été très facile pour moi, etc. Bref, vas-y, déroule, parce qu'il y a plein de choses à dire. Il y a d'autres choses, on va revenir même sur les bouquins, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression ou l'intention qu'aujourd'hui, des gens comme vous, comme Donald Trump, ils sont en train de casser toutes ces barrières? Parce qu'aux États-Unis, avant, si vous n'êtes pas Harvard, si vous passez par Harvard, Yale, tu n'es pas considéré pour être même dirigeant avant de parler être président. Alors, vous êtes en train maintenant de décoder ça, montrer les gens que tu peux être un financier. OK. Alors déjà, Trump, c'est pas le bon exemple. Oui, je donne un exemple. Non. Le fait qu'il est arrivé au pouvoir sans passer par Harvard. Il est passé par Wharton. Wharton, yes. Et c'est une très, très bonne business school. C'est pas Harvard, mais c'est presque comme Harvard. OK. Trump est également fils d'un... C'est un héritier, d'accord? Maintenant, clairement, Trump, c'est pas un politicien. Tu vois, c'est pas un politicien comme les autres. C'est pas Biden. Il y a des gens, ils n'ont fait que de la politique. Trump, c'est d'abord un homme d'affaires. Et c'est ça ce qui est intéressant dans son parcours. On peut partager, ne pas partager ses idées. Mais ce qui est intéressant dans son parcours, c'est que c'est un businessman qui ensuite a dit, tiens, la politique m'intéresse. Moi, mon parcours est totalement différent. Premièrement, je ne fais pas de politique. Deuxièmement, la politique ne m'intéresse pas parce que je trouve que c'est dangereux, c'est sensible. Et honnêtement, moi, mon papa, paix à son âme, me disait la politique, c'est le morceau de pain que tu manges. Il me disait, la politique, c'est t'occuper de ta famille. C'est être là pour ta famille, pour les gens qui comptent pour toi. Et ça, c'est une parole, à l'époque, je ne comprenais pas ce qu'il me disait. Je me disais, mais pourquoi il me dit ça, etc. Et avec le temps, j'ai compris que, tu vois, les hommes politiques n'ont pas vraiment de pouvoir, entre guillemets, au sens où c'est dur de faire changer les mentalités, tu vois. C'est-à-dire que beaucoup de gens attendent tout des hommes politiques. Et les hommes politiques peuvent faire des choses, peuvent influencer, peuvent changer la donne. Mais à un certain moment, c'est à nous de changer notre vie. Exactement. Et ce que disait mon père, c'était ça. C'est finalement, c'est quoi la politique ? Tu es fauché, tu es dans la merde, tu n'es pas capable d'aider ta famille et tu parles de politique, tu es complètement à côté de la plaque, mon ami. Exactement. Par contre, la politique, ça commence par toi-même. Commence à mettre de l'ordre dans tes affaires, commence à gagner de l'argent, commence à épargner, sois là pour ta famille, d'accord ? Et sois un vrai homme, pas au sens, voilà, blabla. C'est-à-dire, tu assures. Il y a beaucoup de gens, ils parlent beaucoup, mais ils n'agissent pas. Et donc, il faut vraiment comprendre ça. Donc, moi,
mon parcours fait qu'à un certain moment, je me suis dit, mais pourquoi j'ai raté? C'est-à-dire, en fait, j'ai appliqué ce qu'on m'a dit. Je t'ai parlé des diplômes. Ouais. Je t'ai parlé de tout ce que... Voilà, j'ai lu l'histoire, j'ai lu les grands hommes. Et je me suis dit, waouh, je dois devenir agrégé. Or, quand je suis devenu agrégé, je me suis mis à enseigner dans des lycées de banlieue difficiles. Et à Dauphine, à Assas également, j'ai enseigné dans des grandes universités, mais également dans des lycées de banlieue difficiles. Et là, je me suis dit, waouh, j'ai passé ce concours, c'est-à-dire, c'est comme, tu vois, l'artillerie lourde, et après, en fait, on n'utilise pas tes compétences. Ouais. Ah, ok, d'accord, je peux enseigner à n'importe quel niveau, mais est-ce que ma vraie utilité, elle est là? Est-ce que la France, finalement, elle gagne à avoir un mec surdiplômé enseigner à des gamins qui, en fait, n'en ont rien à faire? Et alors, je dis ça pour moi, mais après, j'ai compris que j'ai eu un impact. Que des gamins qui étaient complètement perdus m'ont dit, Tammy, je suis devenu ingénieur, je suis devenu avocat d'affaires. Tammy, tu as eu un gros impact. Et il y a des mamans qui sont venues me voir, qui m'ont dit, voilà, mon fils, il était complètement perdu et tu l'as impacté, tu l'as influencé. Et j'ai vu la puissance de l'enseignement, d'accord, de la transmission. Mais alors, pourquoi j'en suis arrivé à la TKL? Parce que justement, j'ai enseigné dans les meilleures universités. Et je me suis dit, mais en fait, les gens, ils n'apprennent rien. J'ai tous ces diplômes, t'apprends rien à l'université. T'apprends vraiment rien. Alors, à quoi ça sert? Ça sert juste à dire, OK, il a un diplôme. OK, il a fait le travail. OK, il a fourni des efforts. Mais t'apprends pas l'essentiel. L'essentiel, je l'ai appris par moi-même. Tu vois, en lisant des bouquins, en pratiquant, dans le monde professionnel. Tu vois, mais l'université, tu es face à des profs qui n'ont jamais été sur les marchés financiers, qui n'ont jamais tradé, qui n'ont jamais étudié un graphe. Et ils vont te sortir des théories qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne maîtrisent pas. Ils vont te dire, non, mais les marchés sont efficients, toute l'information, elle est dans les cours, les gens sont rationnels. Or, tu connais la bourse, je connais la bourse. Les gens sont tous sauf rationnels. Les gens sont fous sur les marchés. Et donc là, je me suis dit, mais en fait, il y a un vrai problème. Il y a l'enseignement, mais en fait, qui ne te sert à rien. Mais c'est juste, j'ai un diplôme, regardez, je peux postuler à un job. Mais en fait, ça ne te sert à rien. Et il y a la vraie vie. Et c'est là où moi, j'ai commencé à me dire, OK, il faut créer une formation d'excellence sur les marchés financiers, sur la bourse, sur le trading. Et j'ai capitalisé sur ces deux expériences d'enseignant, mais également de praticien. Parce que j'ai travaillé, bon, tu vas en parler plus tard. Mais... Et après, il y a également le côté liberté financière. Le côté comment devenir riche ou au moins assurer ses vieux jours. Ça, on ne nous l'enseigne pas à l'école. On ne nous dit pas comment faire. On ne nous donne pas le code. Et ça, c'est après que je l'ai compris. Tu vois, et c'est après que j'ai commencé à travailler à fond sur la liberté financière parce que ça m'a sauvé la vie. Et beaucoup de mes étudiants me disent... Waouh, tu vois, j'étais en mode dans la matrice, je comprenais pas. Et là, tu vois, ils commencent à épargner, ils commencent à investir, ils commencent à prendre des risques. Alors qu'avant, ils se disaient, c'est pas possible, c'est pas pour moi. Comme moi, je me le disais aussi. Tu sais, moi, quand j'ai obtenu mes diplômes, j'ai compris une chose. Diplôme, c'est une chose. Après, il y a quelle est ta famille, quel est ton réseau, Et là, je me suis dit, OK, si tu es agrégé et que tes parents sont à Neuilly, c'est super. Si tes parents sont très riches. Tu viens pour héritier, c'est pas mal. T'es un héritier. Et le diplôme, c'est une manière de dire, les amis, je suis légitime. Comme Bernard Arnault, tu le connais, l'homme le plus riche de France. Exactement. Et son fils a fait Polytechnique. Est-ce que c'est important qu'il ait Polytechnique? Non. Mais il vient prendre les rênes, c'est bien, c'est tout. Exact. Mais pourquoi il a obtenu Polytechnique? Parce que derrière, ça lui donne une légitimité. Regardez, je ne suis pas un fils à papa, je suis diplômé. Donc, beaucoup de gens qui sont diplômés d'HEC, de Polytechnique, ils ne le font pas. Parce que ils veulent travailler ou chercher un boulot, mais pour légitimité, exact. Voilà, l'héritier qu'ils pour dire, regardez, moi je suis légitime. Et ça, je l'ai pas compris. Et donc je me suis dit, ouais, je suis agrégé, mais je suis fauché. Et là, en fait, j'ai compris que les diplômes c'était bien, mais c'est pas suffisant. Les diplômes c'est bien parce que ça te permet de bien réfléchir, d'être focus, d'être discipliné, ça t'apporte énormément de choses. Mais après le reste, il va falloir l'apprendre. Et l'apprendre, c'est là où sur moi... le terrain et pratiquer. Voilà. Et c'est là où j'ai développé tout un cursus sur la liberté financière parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est pas un luxe, c'est une obligation de se former à l'éducation. C'est une obligation. De se former à Aujourd'hui, je ne le dis pas parce que vous êtes là, mais je peux vous dire que sans parler même de vos formations, uniquement votre page YouTube a réveillé
des millions de personnes dans cette planète. Pas des millions, mais des milliers de... Non, quand je dis plus de 80 millions de vues sur YouTube, donc c'est pas du non, mais tout c'est vrai, rien. c'est vrai, c'est vrai. Donc si aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est marché financier. Hein. Moi, il y a une partie qui m'intéresse beaucoup, que je veux entendre, comment elle s'appelle, l'avis de M. Tami Kaba, c'est-à-dire que sur la crise financière de 2008, il y a beaucoup de choses qui s'est passées. Mais avant d'arriver là, il y a beaucoup de personnes, quand je regarde sur le net aussi, et j'aime bien les haters. Moi, quand j'aime quelqu'un, je regarde les haters, les gens qui critiquent. C'est ça qui te permet de mieux comprendre la personne. Oui, tu vois? Oui. Donc, les gens qui aiment, vous partagez la même avis, même idée. Oui. Mais les gens disent que c'est les médias français, vraiment, il y a un moment donné, qui ont fabriqué Tami. Parce qu'il était très médiatisé à un moment donné à travers son cursus, c'est vrai? Oui. Quelle est ta perception avec les médias? Quel est l'impact que les médias classiques ont apporté sur votre parcours pour quelqu'un qui a eu cette occasion? Ta question, il y a plein de questions dans ta question. Vous avez Il y a plein de questions. Allez-y, vous avez le temps, on vous écoute. Alors, les médias français ne m'ont pas fait, au sens où... voilà, tu n'as pas besoin des médias, j'ai pas besoin. Mais il y a eu un moment dans ma vie, crise de 2008, mes bouquins sortent. Et là, tu sais, les traders dans les banques, ils peuvent pas parler. Parce qu'en fait, ils peuvent pas parler et puis ils savent pas parler, c'est pas leur job. Parce que, tu vois, c'est un métier de communiquer. Exactement. C'est pas leur job, ils peuvent pas parler, ils savent pas parler et ils ont peur de parler. Parce que s'ils disent quelque chose, ça peut se retourner contre eux, ils sont virés. Donc ils avaient la trouille. Et moi, j'avais des amis traders, ils me disaient non, je veux pas parler. Tu vois, parce que les médias, ils me disaient oui, est-ce que tu as des amis? Et je leur disais voilà, il y a telle personne. Et quand le mec, en fait, ils avaient peur de parler devant les médias. Moi, j'ai compris, tu vois, il y avait une fenêtre de tir. 2007-2008, moi, je sors mes bouquins. Déjà, les bouquins, il faut comprendre une chose, c'est que je passe mon agrégation et j'avais pas envie d'écrire mes bouquins parce que j'avais peur des haters. Tu parles des haters? J'avais peur des haters. Je me suis dit, si j'écris les bouquins, je vais avoir des haters, ils vont me critiquer, ils vont me dire... Et j'avais peur que le bouquin soit un flop. J'avais peur, tu vois. C'est fou, parce que j'avais pas le bon état d'esprit. J'avais beau avoir plein de diplômes, mais j'avais peur. De sortir les bouquins. Et vous avez toute la légitimité quand même. Mais oui, mais j'avais peur. Et alors que tu as des mecs qui n'ont rien et ils vont... Ils sortent les bouquins. Et tu as peur d'eux. Non, il faut pas avoir peur d'eux. Mais à un certain moment, donc 2006, il y a ma mère qui me dit, écoute, nous, on serait fiers que tu écrives un bouquin. On serait fiers que tu écrives un bouquin. Et puis, nous, voilà, ils étaient au Maroc, mes parents. Et ils me disaient, voilà, on est loin, on est éloigné, on ne te voit pas. Mais, tu vois, un bouquin, c'est quelque chose. Wow. C'est quelque... Tu vois, on en revient au diplôme. Il y a les diplômes et il y a les bouquins. Et à l'époque, parce qu'aujourd'hui, les bouquins, tout le monde peut écrire. Mais à mon époque, non. 2006, c'était rare. Tu vois, quand tu écris un bouquin, c'est déjà... C'est un statut, en fait. C'est un statut. Et puis, tu vois... T'as agrégé et bouquin. Là, c'est le top. Donc, moi, j'écris parce que ma mère, elle me dit, écoute, nous, on serait fiers que tu écrives un bouquin. Et là, je me suis rappelé, tu vois, moi, encore une fois, je viens du Maroc et il n'y a pas beaucoup de Marocains économistes, Sénégalais économistes, tu vois. Il n'y a pas beaucoup, tu vois. Exactement. Et je me suis dit, mais en fait, je lisais quelques bouquins, etc. Et je me suis dit, et si moi aussi, j'écrivais un bouquin, tu vois. Et donc, au départ, c'était vraiment pour faire plaisir à mes parents. Et il se trouve que ces bouquins, non seulement ont bien marché, ce sont de bons bouquins, mais ensuite, quand il y a eu la crise de 2008, ils cherchaient des experts. Et il n'y en avait pas. Tu vois. Ou alors, tu as toujours les mêmes têtes, mais ils ne connaissent rien au trading. Et là, moi, ils tombent sur moi. Et là, ils ne voulaient pas m'inviter au départ. Tu vois, déjà, il faut bien... Ils ne voulaient pas m'inviter. C'est-à-dire, au départ, oui, juste vous intervenez au téléphone et tout. Et je pense que je ne vais pas donner les noms des chaînes. Non, je peux donner... Je pense que ça doit être LCI qui me dit oui, au téléphone. Et moi, je leur dis, c'est dans l'air m'a invité. Et là, ils me disent, venez sur le plateau. Stratégie de marketing. Et là, en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'il a suffi d'un plateau pour qu'ensuite ce soit une déferlante. C'est-à-dire, dès que je suis passé sur C'est dans l'air, là, ça a été la folie. Là, tout le monde a besoin de lui. Tout le monde voulait m'interviewer. Je suis passé sur CNN, Bloomberg, incroyable, mais vrai. Je pense que tu connais Anne-Claire Coudray. C'est la présentatrice de TF1. Exactement. Elle présente le JT de TF1. Et à l'époque, elle m'avait contacté. Oui, voilà, on aimerait bien vous inviter. Et moi, il se trouve... Alors, j'ai parlé de mon histoire, de mon fils...
Il se trouve que j'avais mon fils le week-end. Et elle me dit, normalement, tu es invité sur le JT de TF1 Ça, ou pour passer... Attends, qui va dire non? Hein, Qui va dire non? Eh ben, j'ai dit non. Pourquoi? Parce que mon fils est supérieur à TF1, aux médias, etc. Et donc, là, pour revenir aux médias, il faut comprendre une chose, c'est que je passe sur tous les médias, mais après, ça commence à me faire peur. Pourquoi? Parce que quand tu vas dans le métro, tout le monde te connaît. Ouais. Genre, les gars, ils te saluent, Monsieur Cabage, ils tremblent. Qu'est-ce que vous faites dans le métro? Mais vous devriez pas... Et en fait, tu commences à te dire, mais en fait, dès que tu vas dans la rue, tu prends un café, il y a une personne qui te reconnaît, Monsieur Cabage, vous pouvez nous parler du CAC 40 et tout. Et là, je commençais à me dire, waouh, la célébrité, c'est bien, mais ça fait peur. T'as plus de vie privée. Non, non. T'as plus de vie privée. T'es vraiment dans... Tu passes les gens te prennent des photos même dans ton insu et tout. Exact. Donc, t'es dans un... C'est dangereux. Et donc, à partir de là, en fait, les médias, je deviens hyper visible. Mais après, je me dis, waouh, c'est dangereux, ce truc, etc. Mais c'est pas là. Je continue à aller sur les médias, je continue à faire des trucs, etc. 2009, là, il arrive un truc grave dans ma vie. Je frôle la mort. C'est-à-dire, je me lève pour aller aux toilettes et je tombe sur le crâne de tout mon corps. Et là, je suis à 2 doigts de mourir. Tu vois? Et là, je me dis, waouh, c'est quoi cette vie? Tu vois? Je suis en France, je suis seul, mon fils, je le vois un week-end sur 2, j'ai une vie minable. Tu vois, j'aime pas ma vie. Et c'est là où, tu vois, je vois mes potes, je vais au Maroc un peu, je vois des potes, les mecs, tu vois, ils n'ont pas fait mes études, etc. Et ils ont une belle maison, belle voiture. Et je me dis, merde, moi, j'ai plein de diplômes. Et je suis à l'extérieur et je vis dans la misère. Et eux, ils vivent comme des pachas. Et eux, ils m'ont dit, mais ta vie, qu'est-ce que tu fous? Reviens au Maroc, rentre au Maroc. Et puis, il se trouve que moi, j'ai frôlé la mort et je ne suis pas bien. Tu vois, c'est-à-dire, je suis vraiment dans un état lamentable. Tu vois, je n'ai pas la pêche, je n'ai pas la dynamique que j'ai. Et là, je me dis, waouh, tu vois, la vie, elle est dure, mais la vie ne tient qu'à un fil. C'est-à-dire, tu peux être au top. Du jour au lendemain. Et du jour au lendemain, tu n'es rien. Et là, ça m'a donné une leçon de vie. Et donc, j'étais au sommet. Et du jour au lendemain, j'ai dit, fuck, je me casse. Je me casse de la France. Wow. Je veux pas de cette vie de merde. Tu vois, j'ai frôlé la mort. Pourtant, j'étais dans tous les médias. Pourtant, tout le monde m'a dit, mais t'es fou. Tu as une carrière médiatique. Et là, je dis aux médias, c'est bon. Et les médias continuent de m'inviter. Je leur dis, non, c'est bon. Je n'y vais plus. Tu vois? Et après, c'est en 2010 que je crée ma chaîne YouTube. Et petit à petit, je commence à créer mon propre média. Ouais. Pour ne plus être dépendant des télés, des BFM, etc. Et être totalement autonome. Et transmettre mon message. Ce qui fait que moi, par exemple, je suis quelqu'un d'indépendant. Tu vois, on ne fait pas d'affiliation. On a une ligne de conduite qui fait qu'on veut apporter de la valeur. Donc, on a vraiment... Tout le monde ne partage pas, mais nous, on a une ligne de conduite et c'est ce qu'apprécient beaucoup de nos étudiants. Donc, pour répondre à ta question... Oui, j'ai profité de la... Tu vois, il y a une fenêtre de tir. Mais après, est-ce que les médias m'ont fait? Je ne pense pas. Mais clairement, ils ont contribué à ma popularité. Mais il y a une chose importante. Il y a 2 épisodes. Donc, la crise de 2008, moi, j'ai écrit des bouquins. Donc, pour savoir l'impact des médias, tu dois étudier les droits d'auteur. Ouais. Mes bouquins, combien j'ai gagné avec mes bouquins? En 2008, mes bouquins m'ont rapporté 14 000 €. Sur une année, d'accord? Alors que j'étais passé sur toutes les chaînes de télé. 14 000 €. C'est tout. En 2020, j'ai reçu 83 000 € sur mes droits d'auteur, sachant que j'ai fait 0 télé. Cherchez l'erreur. Tu vois? Ouais. C'est ce que je veux te dire. Ici, tu as fait tous les médias avec 14 000 €. Ici, 0 médias avec plus de 80 000. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les médias aujourd'hui, et même avant, ne sont pas importants. Ouais. Tu vois, le plus important, c'est, par exemple, les réseaux sociaux, YouTube, mais également la qualité de ton travail. Mes bouquins auraient pu disparaître. Ouais. Et d'ailleurs, c'est ce que m'avait dit quelqu'un. Il m'avait dit, moi, au bout d'1 an, ton bouquin, ça fait plus de... Allez, 2006, 17, 18 ans. Ouais. Et les bouquins cartonnent toujours. Jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça veut dire qualité. Il faut apporter de la valeur. Et si tu crées de la valeur, ça va travailler pour toi. Et ça, c'est la liberté financière. Beaucoup de gens... Ils raisonnent à court terme. Ouais. Je veux travailler pour
gagner de l'argent. Aujourd'hui. Pour avoir un salaire. Mais il faut penser long terme. D'accord? Ça, c'est important. Quand tu n'as pas le choix, tu dois travailler. Moi, j'avais pas le choix. Tu dois payer tes factures. D'accord? Mais il faut penser le long terme. Qu'est-ce qui va me permettre de gagner de l'argent dans 10 ans, dans 15 ans, sans avoir besoin de bosser? Et ça, c'est l'investissement. C'est écrire des bouquins, c'est créer des logiciels, c'est créer des business, etc. Et ça, c'est le raisonnement que beaucoup de gens devraient avoir. Mais attention, parce que je pense qu'aujourd'hui, le gros problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils sont trop dans l'immédiat, ils voient des gens entrepreneurs devenir riches, ils se disent « Ouais, moi, j'ai envie de faire la même chose. » Donc, les gars, ils bossent pas. Ils bossent pas, ils démissionnent. Voilà, attends. Moi, ça prend du temps un peu. Je suis pas devenu comme ça du jour au lendemain. Toi non plus. Ça demande des années. Des années. Et parfois, tu peux ne pas réussir. Il y a des gens, ils travaillent et ils ne réussissent pas. Donc, tu dois le comprendre, mais tu dois également comprendre qu'il y a une autre voie que le parcours traditionnel. À savoir, j'ai des diplômes, je travaille, j'achète une maison, j'épargne et j'ai ma retraite. Tu vois? Ça, c'est le parcours traditionnel. Il est foutu. Les jeunes d'aujourd'hui n'auront pas de retraite. Ils vont galérer. Ils vont avoir un monde de plus en plus... Donc, ils doivent s'adapter au nouveau monde. Exactement. Tu vois? Et ça passe par... Tu dois travailler, tu dois gagner de l'argent, mais tu dois investir le plus vite possible. Tu dois être en mode liberté financière. C'est très, très intéressant. Je pense que vous l'avez bien compris, comme je vous avais dit. C'est une masterclass. Vous êtes en train de noter, j'espère, beaucoup de bonnes choses aujourd'hui. Donc, on va, avant de revenir maintenant sur le marché financier, un peu, le mindset. J'adore le livre Agir. On va en parler. Mais je vais parler de le retour au Maroc. Vous êtes au Maroc maintenant. Vous êtes installé. Comment ça s'est passé? Les gens ont envie de savoir. Quelqu'un qui vivait, vous le savez très bien, si on est en Afrique, quelqu'un qui est en France, il est au paradis. Bien sûr. Nous, tous les dépenses, tous les charges reposent sur lui. Bien sûr. Pour moi, c'est l'enfer. Vous êtes de retour. Vous êtes maintenant de retour. Paris, c'était l'enfer. C'est-à-dire, je vivais dans un petit studio pourri. Mon job ne m'intéressait pas. Mon fils, je le voyais un week-end sur 2. Tu vois, donc j'avais une moto, donc je récupérais. Et avant la moto, parce que la moto, c'était un luxe, je prenais le train, je prenais 2 heures de train pour aller récupérer mon fils et 2 heures pour revenir chez moi, le garder le week-end. Et quand je le ramenais à sa maman, je pleurais, parce que j'étais seul et j'avais pas mon fils avec moi. Et je me suis dit, c'est quoi cette vie de merde? C'est-à-dire, justement, on nous vend le rêve. Non, la vie, elle est dure. Et je pense que beaucoup de gens ne le savent pas, mais la vie en France et à Paris, elle est très, 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 très dure. Vraiment. Et donc, moi, en fait, là, je me suis dit, OK, tu vois, t'as peur. Quand tu rentres au Maroc, tu te dis, c'est-à-dire, tout le monde, ne rêve que d'une chose, d'aller en France, d'aller à Paris. Et là, je me suis dit, mais en fait, tu vois, tout le monde me disait, non, mais est-ce que tu penses que ça... Et quand j'ai vu mes potes qui vivaient la belle vie, qui avaient des belles bagnoles, au Maroc, des belles maisons... Et ils n'avaient pas fait des études de ouf. Mais même mes potes, ils me disaient, mais toi, tu as un CV de malade. Tu vois, tu peux tout cartonner. Et là, c'est là où moi, je me suis dit, OK, je rentre au Maroc. Comment ça se passe? Premièrement, j'enseigne dans un lycée d'excellence au Maroc. Et là, je vois le niveau. Je vois la France. Tu vois, j'enseignais dans un lycée. Tu voyais que les gamins, ils étaient là, mais c'était chaud pour eux. Ça faisait mal au cœur. Et là, au Maroc, lycée d'excellence, que des mentions très bien, que des têtes qui vont ensuite faire HEC, Polytechnique, etc. Tu voyais la différence. Tu voyais également la discipline. Tu vois, il n'y avait pas, genre, le prof, il est respecté, etc. C'est hyper intéressant et sont vraiment de vraies expériences. Et puis, beaucoup de gens ne le savent pas, tu vois, mais il faut aller pour voir. Il faut l'expérimenter quand même. Il faut l'expérimenter et il faut voir que beaucoup de pays africains sont en train de vraiment évoluer positivement. Il y a encore beaucoup de problèmes. Mais Paris ne s'est pas fait en un jour et il faut laisser le temps au temps. Mais il faut bien comprendre cette chose, c'est que quand je rentre, j'ai quand même honte de moi. J'ai quand même honte. C'est-à-dire, tu vois, t'as fait tout ça et mes potes, ils me disent, il y a un pote, il me dit, bon alors, tu dois avoir plein d'argent et tout. Je dis, non, je suis fauché. Ça, c'est en quelle année 2010. Wow. Tu vois? Moi, je lui dis, non, je suis fauché. Et c'est vrai. C'est-à-dire, j'avais fait plein de choses, mais j'étais fauché. Et là, je me suis dit, punaise, j'ai raté quelque chose. Mais parce que je n'avais pas le bon état d'esprit. Je n'avais pas le bon mindset. La seule chose qui manquait, c'est ça. Et il y a un pote qui est venu, d'ailleurs, il m'a dit, Tami, pourquoi tu as écrit un bouquin? Ça ne sert à rien, ça ne te fait pas gagner d'argent. Alors,
c'était pas un bon raisonnement, puisque je t'ai dit, les bouquins m'ont apporté une popularité, c'est du prestige, c'est également, ça te donne une légitimité. Exactement. C'est important. Mais sur un plan financier, il avait raison. C'est-à-dire, lui, il gagnait beaucoup plus d'argent que moi. Ouais. Mais ce qu'il me disait, en fait, c'est les bouquins, tu vois, moi, je ne l'ai pas fait dans l'optique argent. Et il a raison. C'est-à-dire, moi, je l'avais fait dans une optique prestige. Beaucoup de gens, ils font des choses pour le prestige. Exactement. Or, le prestige, ça ne va pas te payer tes charges. Tu vois. Et les diplômes, le prestige, OK, super. Et c'est là où, quand je suis rentré au Maroc, j'ai fait un deal avec la directrice de l'école. Je lui ai dit OK, parce qu'elle elle me connaissait. Elle savait que j'étais agrégé, que j'avais... Okay. Donc, pour elle, c'était bien. Tammy Kabaj, il enseigne dans mon école. C'est génial. Ça lui fait une vitrine. Exactement. Elle me payait pas très cher. Elle devait me payer, je sais pas, moi, 1600 €, etc. Wow. Ce qui n'est pas grand-chose. Mais pour moi, ça me permettait d'être tranquille. Et là, j'ai créé la TKL à Casablanca. Technopark. Okay, donc, TKL est né à À Casablanca. Donc, j'ai créé la TKL. Et pourquoi je crée la TKL? Parce que je commençais à voir les Américains. Ils commençaient à faire du online. Ouais. Et moi, je me suis dit, mais en fait, le online, c'est un miracle. C'est-à-dire, voilà, tu as des gens au Sénégal, ils me suivent. Ils n'ont pas besoin de venir à Dubaï pour me voir. Ouais. Ils suivent la formation et la formation de très haut niveau. Parce que moi, j'ai enseigné à Dauphine. Ce que tu as dans la TKL, c'est mieux que Dauphine. Tu vois, c'est mieux que les meilleurs masters. J'ai des étudiants, ils ont fait HEC Paris, ils ont fait l'INSEAD, c'est l'un des meilleurs MBA au monde. Ils ont fait Central Paris. Ils me disent, mais Tammy, ce que tu donnes dans ta formation, c'est mieux que moi, ce que j'ai appris. J'ai quelqu'un qui a fait l'école des mines et HEC Paris. C'est 2 écoles prestigieuses en France. Wow. Il me dit, j'ai appris plus à la TKL qu'à HEC. Et, tu vois, et j'en ai plein des témoignages comme ça. Ouais. Et c'est la vérité. Maintenant, nous, notre job, c'est pas de la théorie. Tu vois, c'est pratique. Pratique. Les écoles, c'est du prestige. Tu achètes le prestige, tu achètes le nom. Tu achètes, OK, je suis diplômé d'HEC. Ouais. Tu es peut-être nul. Non, je suis diplômé d'HEC. Et ça, tu l'as toute ta vie. Quand tu fais Harvard, c'est pas forcément, tu vas rien apprendre à Harvard. Ouais. Mais tu as un diplôme, tu as Harvard, tu as le tampon, tu as le nom, tu as le prestige. Non, il y a quelqu'un qui m'a dit, je ne sais pas sur quel livre que j'ai lu, il dit que quand vous êtes sélectionné à Harvard, vous êtes déjà bon parce que vous pouvez déjà réussir. Parce que sur les critères de base de sélection, si vous êtes sélectionné parmi des milliers de personnes, déjà parce que toi, tu es déjà bon. Exact. Donc, sans même cette école, tu pourrais réussir parce que tu es déjà bon. Exact. Donc, tu es sélectionné juste pour aller avoir cette légitimité, cette statut. Exact. En tout cas, c'est énorme. Et donc, pour finir, et on va revenir sur les diplômes parce que c'est intéressant ce que tu viens de dire, mais... donc, je développe, mais je suis malade. Tu vois, j'ai une arythmie cardiaque. J'ai mon cœur, tu vois, qui commence à battre très fort, puis ralentir, puis battre très fort. Puis... Et là, je me dis, punaise, tu vois, ma santé, elle n'est pas top. Ouais. Donc, je crée la TKL, mais je ne suis pas... Et puis après, je me soigne, je règle mon problème de santé. Et puis là, je commence à monter en puissance. À un certain moment, tu vois, j'étais à 2 doigts d'arrêter. Et après, je me suis dit, non, continue. Et puis, j'ai monté ma chaîne YouTube. Voilà. Et quand tu me dis... Parce que c'est ça. Toi, tu m'as connu par ma chaîne YouTube. Ouais. Et quand tu es venu, parce que tu as assisté à ma conférence à Dubaï. Exactement. Tu as aimé? Bien sûr. Ah. On peut ne pas... Comment ça s'appelle? Aimer vos prestations. Et ce que tu m'as dit à la fin, tu m'as dit, écoute, moi, je viens du Sénégal pour toi, pour te voir et tout. Et c'est pour ça que je suis dans ce podcast. C'est parce que, tu vois, moi, je me suis dit, c'est génial parce que ça me permet effectivement de parler à pas mal de personnes. Et surtout, ce qui est important, c'est que toi, tu as fait l'effort de venir, de me voir. Mais pourquoi? Parce que tu m'as vu sur YouTube. Exactement. Et YouTube, ça a un impact incroyable. Et moi, à chaque fois, tu vois, même dans Dubaï, je vais dans un supermarché ou n'importe, il y a des gens, ils me reconnaissent. Bon, je parle pas de France, Maroc ou... tu vois, je pense au Sénégal, il y a probablement des gens qui... Non, en tout cas, dès que c'est bon, on va vous inviter au Sénégal, une grande conférence. Les Sénégalais seront très, très fiers, très contents de vous accueillir. Moi, je prends le défi. Tammy Kabaj a décidé de venir au Sénégal. Je prends le billet d'avion business class. Je prends le logement dans une bonne hôtel à Dakar. Et on vous accueille à Dakar. On célèbre un grand événement et les gens vont vous voir. Il ne reste que vous voir. Ils seront très contents. Magnifique. Voilà. On va parler des diplômes. Alors, tu as dit quelque chose de très intéressant. Tu as dit, voilà, les gens qui vont à Harvard, ils sont déjà très bons. Ouais. Tu as raison. Et moi, je parlais avec le papa du camarade de classe de ma fille. Tu vois, ma fille, elle est dans une top école. Et déjà, il les prépare, genre, tu vas faire Harvard et tout. Et lui, il m'a dit, moi, je veux que mes enfants, ils aillent à Harvard. Déjà. Ouais.
attends, ton enfant, il a quel âge? Il a 6 ans. Tu veux déjà qu'il aille à Harvard? Et il m'a dit, ouais, je veux qu'ils aillent à Harvard. Alors lui, il n'est pas entrepreneur. Il a un super job dans une grosse boîte, il est très, très bien payé, mais il n'est pas entrepreneur. Et moi, je lui ai dit, est-ce que tu es sûr que c'est la bonne chose aujourd'hui? Je lui ai dit, moi, ma fille, je n'ai pas envie qu'elle aille nécessairement. Moi, je pense qu'elle va apprendre plus avec moi, en bossant avec moi, qu'en allant à Harvard. Et je pense qu'aujourd'hui, l'école, tu vois, si tu veux le prestige, super, mais tu peux apprendre beaucoup plus de choses en dehors de l'école traditionnelle. Et il faut bien le comprendre. Maintenant, je pense qu'il y a aujourd'hui toute une génération qui a compris ça. Et il y a beaucoup de jeunes qui se disent, OK, les études, c'est sympa, mais ce n'est pas le plus important. Moi, j'étais obligé. Tu vois, moi, je n'avais pas le choix que de faire des études. Mais je pense que les jeunes aujourd'hui se posent la question. Est-ce que ça vaut le coup de consacrer 5 ans de ma vie pour avoir un diplôme alors que je peux déjà, dès aujourd'hui, faire des choses? Maintenant, attention. Il y a des gens qui ont ce raisonnement, mais qui ne sont pas bons. Là, ils ne sont pas bons, ils ne sont pas travailleurs, ils sont pas... C'est pas pour vous. Il vaut mieux avoir un diplôme et travailler pépère, tu vois. Par contre, pour quelqu'un qui a un mindset de tueur, passer rapidement à l'action, ça peut valoir le coup. Exactement. En tout cas, c'est très intéressant. Hein? Moi qui vous parle, je n'ai pas eu même la chance de mettre les pieds dans une école française. Moi, je suis élevé par ma grand-mère après la divorce de mes parents. Donc, j'étais dans un village où il n'y a pas école française. Wow. Moi, je me suis auto-formé à travers vos bouquins, à travers tout ça. C'est incroyable. Hein, j'ai appris à lire les graphiques, lire les bougies, hein, à prendre position, tout sur le tas. Wow. Et aujourd'hui, avec beaucoup d'humilité, en Afrique, d'une manière générale, ma scène fait partie des plus grandes scènes qui parlent du business, de la crypto, des finances, du fintech. Bravo. On a créé une entreprise aujourd'hui qui fait plus de 200 millions de CA par mois. 200 millions de CFA par mois parce qu'on fait, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, sur les transactions pour confirmer juste ce que vous venez de dire. Donc, tout est possible quand on apprend sur le tas. C'est ça. Voilà. Donc, moi, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc, quelqu'un ne peut pas s'intéresser dans le marché financier sans s'intéresser de ce qui s'est passé en 2008. Moi, il y a 3 choses que je n'arrive toujours pas à comprendre. J'essaie d'analyser tout le temps. L'affaire de Jérôme Calvia, l'affaire de Bernard Madoff, et l'affaire de Subprime. 3 choses en même temps c'est fou. Qui a vraiment mis l'économie mondiale dans le chaos. En chaos. Et vous, à l'époque, vous étiez maintenant dans les affaires, vous avez écrit le bouquin, je pense, l'art du trading, la psychologie. Psychologie des grands traders. Donc, voilà. Comment votre perception, vous qui ont eu la chance, vous êtes nos grands, nos mentors, qui ont eu la chance de vécu, nous on a vécu, mais on était trop jeunes. Voilà. Comment vous avez vécu ces événements? Déjà, c'était un tremblement de terre. C'est-à-dire, ça remettait en question tout ce que... Tu sais, dans les universités, on explique que les marchés s'autorégulent. Il y a une sorte de main invisible. Que normalement, tu peux avoir un excès, mais très rapidement, ça revient à l'équilibre. Et en fait, on s'est aperçu que la finance était complètement déconnectée de l'économie réelle et que la finance, elle pouvait détruire l'économie réelle. Et c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire 2007-2008, on a eu un impact très négatif sur l'économie. Tu as plein d'Américains qui sont retrouvés au chômage, qui ont perdu le logement, etc. Et en fait, c'est un phénomène qui se répète dans l'histoire. C'est-à-dire, c'est pas 2008. On a eu les tulipes, on a eu le crack de 1929, on a eu 1987, et on va probablement avoir de nouvelles crises à l'avenir. Et ces crises, elles vont devenir de plus en plus fréquentes. Et donc, moi, comment je l'ai vécu? Comme toute personne, c'est-à-dire, est-ce que l'économie va s'effondrer? Et puis, bien évidemment, il y a ce phénomène de panique généralisée, mais surtout, tu t'aperçois que la finance, aujourd'hui, prend une place trop importante dans l'économie et qu'il n'y a pas de vraie régulation. Et donc, moi, à l'époque, ce que je disais, il faut une régulation. Il faut également, tu vois, trouver des mécanismes incitatifs pour qu'on n'ait pas ce type de spéculation. Par exemple, prenons le cas de Jérôme Kerviel ou Madoff. Madoff, c'est qui? C'est un gars qui présidait le Nasdaq, qui a trouvé une martingale, soi-disant. Il a dit, voilà, moi, chaque année, je vais vous pondre du 12% par an. Et puis, il y a des gens qui lui ont fait confiance. 12% par an, et c'est pas n'importe qui. Spielberg, donc c'est pas des neuneux. C'est-à-dire c'est quelqu'un... Des gens très intelligents. Qui ont le statut, tout ça. Multimillionnaires. Il y a un gars qui leur dit, chaque année, moi, je vous ponds du 12%. Et les gens, ils y ont cru.
Mais pourquoi ils y ont cru? Parce qu'encore une fois, beaucoup de gens sont paresseux. Ouais. Beaucoup de gens ne font pas le travail. D'où l'importance de l'éducation financière. Ouais. D'où l'importance de se former. Récemment, il y a eu un reportage sur les crypto-monnaies sur TF1. Et ce reportage, il disait quoi? Il disait que beaucoup de gens, il y a c'est comment il s'appelle? Optinvest ou Optima, quelque chose comme ça. C'est un truc sur les crypto-monnaies. Et beaucoup de particuliers français ont investi et ils ont tout perdu. Oui, bien sûr. Et pourquoi? Parce que les gars, ils leur disaient, on vous promet du 300% par an. Mais comment vous pouvez... Moi, je l'ai dit On vous promet 300%. Mais attends. Sur la crypto, moi, je sais même pas. Est-ce que demain, ça va marcher ou pas? Moi, je dis, il y a aussi, comme vous l'avez dit, c'est un manque d'éducation. Il faut faire la distinction entre une société d'investissement en ligne qui peut bouffer votre pognon et la crypto. La crypto, il n'y a personne qui peut te promettre quoi que ce soit. Donc, je reviens sur mon raisonnement. Qu'est-ce qui a poussé la crise? La cupidité humaine. Wow. Les gens sont cupides. Ce prime, c'est quoi? C'est des gars qui n'avaient pas de job, pas de revenus, no income et no jobs, no assets, no income, ninja, hein? No income, j'ai pas de revenus, j'ai pas de boulot et j'ai pas d'actifs. Mais on te prête de l'argent pour acheter de l'immobilier. C'est ce qui s'est passé. Oui. C'est ça la crise des subprimes. Donc des gars qui avaient rien, on leur dit l'immobilier va continuer de monter, donc ça vaut le coup d'acheter de l'immobilier. Les gars, ils se disent ok, j'emprunte, bien sûr avec un taux super élevé. Le gars, il emprunte, il achète le bien immobilier. Comme il voit son bien immobilier monter, il va le dire à ses copains. Il leur dit, écoutez, les gars, il faut acheter comme moi, parce que moi, je suis en train de gagner plein d'argent. Ses copains, ils le suivent, ils font comme lui. Et à un certain moment, tous les Américains se sont mis à acheter. Et à un certain moment, tout le monde s'est aperçu que c'était une supercherie, c'était une bulle spéculative. Et quand tout le monde s'en est aperçu, tu as eu un crack et les gens se sont retrouvés à la rue. Tu as eu, et ça a eu un gros impact. Moi, j'étais dans un avion entre le Canada, je pense, et les États-Unis. Et je suis à côté d'un couple d'Américains, d'accord? La soixantaine. Je parle avec le mec américain, super sympa et tout. Et il me dit, voilà, moi, j'étais un ingénieur. Et puis, avec la crise des subprimes, j'ai tout perdu. Wow. J'ai tout perdu. Ma maison, etc. Et là, je suis obligé de travailler parce que sinon, j'ai pas d'argent. C'est un truc de malade. Le mec, il devait avoir 65, 67 ans. Il était obligé de tout reprendre pour vivre. Parce qu'il n'avait plus rien. Ça, c'est la crise des subprimes. Donc, ça a eu un gros impact sur les Américains. Maintenant, les Américains, ils sont très forts. Ce mec-là, normalement en France, un mec comme ça, il va dire « Ouais, le gouvernement, c'est des salauds, la société... Ah. » Là, le mec, qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a dit, j'ai parlé d'Obama. À l'époque, il y avait Obama. Il m'a dit « Ouais, Obama, il est trop socialiste, j'aime pas ce président. » Tu vois? Ouais. Alors qu'Obama, il disait, voilà, on va donner la santé pour les 10% les plus pauvres, on va leur permettre de se soigner. Et lui, il m'a dit, non, trop socialiste et tout. Et là, je me suis dit, les Américains, ils sont trop forts. Mentalement, ils sont trop forts. Tu prends n'importe quel pays, même Sénégal, Maroc, le mec à 67 ans, il a tout perdu. Ça y est, on est d'accord. Je ne dis même pas tout perdu. Hein. En Afrique, quelqu'un qui perd 50% de son capital à cause de toi... C'est la fin. Ouais. Alors que le mec, il a tout perdu, mais tout perdu. Et le mec, il était tranquille. Ouais, je vais reprendre le boulot et tout, parce qu'il faut bien payer mes charges. Et sans se plaindre. Et là, je me suis dit, waouh, tu vois, les Américains, on les connaît pas. On pense les connaître. Mais on les connaît pas. Mentalement. C'est un autre monde, c'est un autre niveau, c'est un autre mindset. Ça ne veut pas dire que c'est bien, mais la crise s'explique par la cupidité, par la folie. C'est ce qu'on a eu sur le Bitcoin à plusieurs reprises. Tu vois, quand tu as des bulles, tout le monde devient fou. Exactement. Tout le monde te dit, ça y est, ça va monter à 1 million, 2 millions, 3 millions. Tu vois, on est d'accord. Et puis, les gars, ils empruntent, ils mettent tu vois, les mecs, ils prennent le crédit étudiant pour acheter. Et ensuite, ils se ruinent, et après, ils pleurent, et après, le Bitcoin, il remonte. Ouais. Et bien, c'est ça la bourse, c'est ça les marchés financiers. C'est un éternel recommencement. Tu as le début, personne ne veut acheter parce que tout le monde se dit c'est foutu, ça ne vaudra plus rien. Ça commence à monter, les gens commencent à se dire merde, j'ai peut-être raté quelque chose. Et puis quand ça explose à la hausse, tout le monde se dit j'ai pas envie de rater le gâteau, j'ai envie d'être dedans. Ce qu'on appelle le FOMO, Fear of Missing Out. Et là, tout le monde se positionne. Et tout ça, ça a été expérimenté et, comment dirais-je, expliqué par pas mal de travaux de recherche. La finance comportementale, elle explique le biais momentum. C'est-à-dire, les gens, ils n'achètent pas un truc parce qu'il est sympa. Ils achètent un truc parce qu'il explose à la hausse. Ouais. Et quand il explose à la hausse, tout le monde s'y intéresse.
Et c'est en ce moment-là qu'il va encore baisser. Et c'est là où tout le monde achète au pire moment et ça va s'effondrer. Tu vois, donc la crise, elle s'explique par ça. Kerviel, ben, la même chose. Kerviel, moi, j'ai de la sympathie pour lui parce que, tu vois, j'ai l'impression que c'est un jeune garçon à l'époque, bon, aujourd'hui, il est moins jeune, mais qui a gâché sa vie pour des conneries. Et Kerviel, on en revient à pourquoi il a fait ça. Il explique. Il dit, il n'a pas un diplôme prestigieux. Tu vois, il est diplômé d'un master, qui est bien, mais il n'a pas Polytechnique. Or, moi, je connais la Société Générale et tu vois, ces banques. En fait, les gars, si tu n'as pas le diplôme, t'es une merde. T'es une merde. Ouais. Moi, je me souviens, j'étais dans un département grandes entreprises et tu avais le directeur, c'est un polytechnicien. Et à l'époque, Loïc Le Floch-Prigent, c'est l'ancien président de Elf, compagnie pétrolière française. Tu vois, il avait eu des problèmes et donc il avait été viré. Et ce mec, il est arrivé, il a dit, ouais, Loïc Le Floch-Prigent, c'est un nul. D'ailleurs, il n'a fait que Polytechnique Grenoble. Polytechnique Grenoble, c'est une bonne école. C'est pas Polytechnique. Ouais. Et là, moi, j'étais assis et le mec qui était assis à côté de moi, il avait fait Polytechnique Grenoble. Tu vois, c'était mon boss dans ce département. C'était comme département grandes entreprises. Et le mec, il avait fait... Et le mec, il voit son boss lui dire, ouais, Polytechnique Grenoble, c'est de la merde. Et lui, le mec qui est assis à côté de moi, il lui dit, mais j'ai fait Polytechnique Grenoble. Et il était comme un con. Ouais. Et là, tu dis, punaise, polytechnicien, mais t'es stupide, quoi. Tu dis pas ça, même si tu le penses. Ouais. Et là, tu vois la stupidité. C'est-à-dire, les mecs, on leur a tellement mis dans le cerveau que c'est l'élite, que c'est les meilleurs du monde et tout, que, en fait, ils le croient vraiment. Et donc, Kerviel, il est dans cette salle de marché, et les gars, ils lui font sentir, t'es une merde. T'es pas polytechnicien, t'es une merde. Et lui, il se dit, je vais leur montrer que je suis meilleur qu'eux. Et en fait, il était probablement meilleur qu'eux, mais il a fait n'importe quoi. Il a commencé à prendre des risques importants. Il a commencé... Après, lui, il dit non, c'est manipulé. J'en sais rien. Ouais. C'est lui le seul, et je pense les mecs qui sont à la SocGen, qui peuvent dire la vérité. Mais moi, mon côté, tu vois, analyste, j'ai fait des recherches sur le sujet. Ouais. J'ai écrit un bouquin sur le sujet, Psychologie des grands traders. Moi, mon avis sur la question, il est très simple. C'est l'ego. Ouais. Tu vois, il a été dominé par son ego. Ça, il a voulu prouver. Non, t'as rien à prouver. C'est que des minables. Ouais. Et si ces gars-là, ils te méprisent parce que tu n'as pas les mêmes diplômes, c'est que ce sont des nazes. Ouais. Tu vois. Et moi-même, tu vois, je suis agrégé et tout. C'est bien. Ça me permet de... Par exemple, si un mec, il me dit, ouais, je suis agrégé, va te faire foutre. Ouais. Mais je vais pas mépriser quelqu'un parce qu'il n'a pas fait mes diplômes, parce qu'il n'a pas fait... Je trouve que c'est stupide. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas fait d'études et qui sont bien meilleurs que moi et qui sont excellents. Et les études ne prouvent pas ta valeur. D'accord ? Maintenant, c'est un plus. C'est bien de faire des études, mais tu vas pas juger quelqu'un. Par exemple, toi, tu me dis, t'as mis, j'ai pas fait. Bah, c'est très bien. C'est pas grave. Tu vois, je vais pas te mépriser parce que t'as pas fait Polytechnique ou HEC. Ce serait stupide de ma part. Or, c'est ça. Et lui, Kerviel, il est tombé dans ce piège. Il a dit, j'ai, comment dirais-je, des gens qui sont polytechniques. Moi, je vais leur prouver que je suis aussi bon que... Non, ne prouve rien. Tu n'as rien à prouver. Finalement, résultat des courses, il a gâché sa vie. Il s'est retrouvé dans des procès. Là, tu vois, il galère. Alors qu'il aurait probablement pu exploser, faire des choses incroyables. Et ça, c'est une leçon de vie. Et moi-même, tu vois, parmi les leçons que je donne aux gens, soyez prudents. Ouais. Tu peux être au sommet. Regarde Bernard Tapie. Il était au top. Il a commencé à faire de la politique. Et c'est bon, quand le mec il se retrouve en prison. Il a fait des conneries. Mais la grosse connerie pour moi, c'est qu'il a fait de la politique. Il n'aurait jamais dû faire de la politique. Tu vois, tu dois vraiment te protéger, surtout quand tu as atteint un gros niveau, parce que tout le monde va vouloir t'exploser. Tu dois arriver à un certain niveau, tu deviens cible. C'est normal. Tu deviens une cible. Donc, tu dois être en mode « je me protège ». C'est très bien. En tout cas, la crise financière de 2008, est-ce que s'il n'y avait pas cette crise financière de 2008, vous pensez que ce fameux Satoshi va créer Bitcoin ? Alors, ça, c'est une très bonne question et je pense que Satoshi, il y a probablement, et c'est ça, c'est la raison pour laquelle le Bitcoin a été créé, les cryptos, c'est pour cette raison. Maintenant, mon avis, d'accord, c'est mon avis, c'est ce que je disais, tu vois, en 2017, je disais, dès qu'il va commencer à y avoir du pognon, les banques, elles vont arriver, les financiers vont arriver. C'est-à-dire que les gens se sont dit, on est d'accord, pourquoi on a créé ça ? Parce qu'on s'est dit les banques sont pourries, parce que les banques sont dangereuses,
parce que le système financier n'est pas sain. C'était ça la raison. Et elle était bonne. Maintenant, toutes les... Regarde, BlackRock, ils sont... Tout le monde est Moi, dessus. ça me fait mal à l'estomac de voir que BlackRock actuellement est le baleine du marché. Pas vrai, mais il ne faut pas être naïf. L'argent appelle l'argent. Il ne faut pas être naïf. Quand il y a de l'argent, les banques, elles sont 200 000 là. bitcoins pour BlackRock. Ah ouais. Moi, lorsque j'ai vu ces trucs-là, je me suis dit que comment les gens peuvent laisser... On disait que le marché, surtout Bitcoin, c'était pour décentraliser. C'est ça. Ben Maintenant, on regarde les gens qui vont encore centraliser la sauce, occupent le marché. Où sont les milliardaires particuliers? Qui est dans les cryptos. Aujourd'hui, beaucoup d'institutions financières, beaucoup de financiers, beaucoup d'anciens de la finance sont dans les cryptos. Donc, tu changes rien. Tu changes un peu les règles, tu mets un truc. Maintenant, voilà, il y a quand même... Tu en as parlé de l'Afrique. Il y a pas mal de personnes qui n'ont pas de compte bancaire. Il y a pas mal de personnes... Donc, il y a un vrai... plus avec les cryptos. Oui, exactement. Mais il ne faut pas oublier, l'argent appelle l'argent. Donc, arrêtez d'être naïfs. Les gars qui me disent, oui, non, on va démocratiser, on va révolutionner l'économie. On va rien révolutionner du tout. C'est clair que c'est une innovation, mais il y a toujours des gros bonnets qui arrivent, qui gagnent de l'argent. Et il faut arrêter d'être naïf. Et donc, une fois pour toutes, la finance, c'est un éternel recommencement. C'est toujours la même chose. Toujours la même chose. Wow. Tu as un début de personne ne s'y intéresse, et puis tu as des bulles spéculatives, puis tu as ce phénomène de cupidité, et puis ensuite tu as un éclatement, tu as un crack. Et c'est à chaque fois la même chose. Et donc nous, en tant qu'investisseurs, notre but, c'est pas de dire on va changer la donne, on va révolutionner. Ça, c'est un discours de bisounours. Il faut avoir un discours réaliste. Est-ce qu'il y a de l'argent à gagner sur le Bitcoin? OK, je peux investir. Est-ce que c'est dangereux? OK, je me retire. À quel moment j'investis? Dans quelles conditions j'investis? Tu vois? Et moi, il y a beaucoup de gens, il y a même des personnes qui m'ont critiqué. Ouais, il est anti-crypto. Non, je suis anti-connerie. Ouais. Je le répète, je suis anti-connerie. C'est-à-dire, pour moi, Bitcoin, je ne sais pas moi, le SP500, tu prends Coinbase, moi par exemple, Coinbase, j'étais pas du tout motivé. La Coinbase, c'est une action américaine. Mm-hmm. Elle est géniale. Tu vois, il y avait des superbes opportunités. J'ai pris des trucs dessus. Moi, et je pense qu'un investisseur, il doit mettre de côté ses sentiments. Oui. Il doit mettre de côté le côté bisounours, sauf si tu veux être une victime. Sauf si tu veux être un mouton. Si tu veux croire aux histoires qu'on va te raconter. Mais si tu veux travailler sérieusement, tu dois dès le départ te dire, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de formule miracle. Je dois apprendre. Je dois me positionner quand ça vaut le coup. Je dois sortir quand c'est dangereux. Et basta. Exactement. En tout cas, c'est très intéressant. Et c'est l'objectif de TKL. Aujourd'hui, les performances, c'est incontournable ou discutable. Si sur YouTube, sur Trustpilot, j'ai regardé partout, j'ai feuilleté. Ça vous fait quoi quand vous regardez toutes ces performances? Je pense que sur Trustpilot, c'est très, très bien noté. Sur YouTube aussi, les commentaires sont positifs. Bien vrai que toujours, il y a des haters qui sont là. Leur objectif, c'est... Ça fait partie du jeu. De critiquer. Peu importe si vous faites même du miracle, ils vont venir pour dire... Ah non, mais... C'est ça ce qui est incroyable. Finis ta question et moi je vais... C'est-à-dire aujourd'hui, les performances de l'entreprise en tant que telle, parce qu'aujourd'hui, je pense que ce n'est plus une chaîne YouTube, mais c'est une entreprise, c'est un écosystème. Depuis longtemps. Hein. Voilà. Donc aujourd'hui, les performances de TKL, les projections de TKL. OK. Alors, déjà, les témoignages sont exceptionnels. Mais déjà, je remercie les étudiants parce que franchement, ils ont joué le jeu. Mais derrière, il faut comprendre également que la formation, moi, je donne tout. Que la formation, moi, ça m'a demandé des années et des années et des années de travail. Et que les gens, ils voient le truc, ils se disent, moi, j'ai fait HEC, j'ai fait tel master, je n'ai pas reçu ce type de formation dans mon école. Il faut comprendre une chose, c'est qu'aujourd'hui, n'importe quelle école de commerce en France, c'est 15 000, 20 000 euros par an. 15 000, 20 000 euros par an. Que tu n'es même pas sûr d'avoir un job, que c'est 3 années d'études, que l'État français, si tu vas à l'université, ça lui coûte 10 000 euros par an. Que tu es au lycée, si tu es au lycée en France, pour l'État français, ça coûte 10 000 euros par an. Au collège, c'est 10 000 euros par an. Donc, la personne qui démarre l'école en France jusqu'à un bac plus 5, c'est minimum 150, 200 000, 300 000 euros que l'État a payé. Tu vois, pour au final te retrouver au chômage ou au McDo ou livreur de pizza. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Et donc, l'éducation coûte cher. Très, très cher. Moi, mon ambition, ça a été de véritablement démocratiser la liberté financière.
Et ça me tient à cœur. Parce que moi, mon parcours, c'est pas un parcours facile. Je suis pas Francis Ngannou. Je n'ai pas traversé la Méditerranée. Tu vois, mais combien de gens réussissent comme Francis Ngannou? Il y a beaucoup de gens qui meurent en voulant traverser la Méditerranée. Oui, maintenant, mon parcours, c'est un parcours dur, difficile. Mais il y a pire que moi. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, non, non, non. J'ai l'humilité de dire, j'ai galéré, j'ai souffert, mais il y a toujours, tu auras toujours des gens qui vivent dans la guerre, qui vivent dans la souffrance absolue, qui vivent... Tu vois, tu peux pas... Il y aura toujours pire que toi. Donc, à un certain moment, tu dois éprouver de la gratitude, premièrement. Moi, j'éprouve de la gratitude. J'ai galéré, mais ça va, il y a toujours pire que moi. D'accord? J'ai la santé, j'ai fait des choses, tu vois, je suis heureux, j'ai une famille. Punaise, tu vois, tu peux pas demander plus. Donc, bien comprendre que j'ai galéré dans mon parcours. Et à partir de là, je me suis posé les bonnes questions. Pourquoi j'ai galéré? Qu'est-ce qui fait que j'ai galéré? Et comment faire pour que les gens ne galèrent plus? Et donc, à partir de là, je ne vais pas sauver tout le monde, on est d'accord. C'est impossible. Mais, tu as dit, ma chaîne YouTube, elle est gratuite. Il y a plein de vidéos. Il y a plein de gens qui ont suivi mes vidéos gratuitement, qui ont reçu énormément de valeur gratuitement, qui me disent, Tami, j'ai créé des restaurants, j'ai créé des business, j'ai même pas payé ta formation. Donc déjà, il y a le côté gratuit. Et le côté gratuit, c'est comme si je me parlais à moi. Tu vois, moi, je suis passé par des déprimes, j'ai galéré, je me suis posé, j'aurais voulu avoir une chaîne YouTube comme ça quand j'étais dans la galère. Punaise, ça aurait sauvé ma vie. Tu vois ce que je veux dire? J'ai compris. Parce que moi, regarde, j'ai plein de diplômes, mais je galère. Psychologiquement, je n'étais pas bien. Je me posais des questions. Si j'avais un Tami Kabbaj qui m'aurait dit, voilà ce que j'ai fait. Voilà mon parcours. Et c'est pour ça que j'ai osé en parler. Pourquoi j'ai écrit Agir? Tu sais, moi, je ne voulais pas parler de ma vie. J'ai divorcé. Je ne voulais pas en parler parce que c'est privé. Voilà, c'est privé. Mais à un certain moment, j'avais des connards qui commençaient à raconter des conneries sur moi. Genre, j'étais à Londres, j'ai mis en faillite un fonds, j'ai ceci, j'ai cela. Et là, je me suis dit, mais les gars, moi, j'ai rien à cacher. Il y a des gens qui disent, si vous ne racontez pas votre histoire comme il se on va doit, la raconter pour toi. On va la raconter à ta place. Et là, ils vont te ils vont raconter l'histoire. Là, j'ai tout raconté. Et j'ai les preuves. Même les gars, tu vois, dans mon bouquin, je parle d'un médecin qui m'a... quand je suis revenu du Mexique, le médecin, c'est un cardiologue, qui est un ami d'ailleurs, et il est à la TKL, il suit la TKL. Et c'est incroyable, parce que, tu vois, même les gens dont je parle dans le bouquin, ils sont à la TKL, ils se forment à la TKL. Donc, c'est juste pour dire que tout ce que je dis est documenté. Parce que je n'ai rien à cacher, et parce que mon parcours a vraiment été un parcours de galère. Maintenant, ce que j'ai voulu, c'est comme si je voulais apporter la meilleure valeur à ma communauté, à mes étudiants. Et c'est pour ça que j'ai bossé dur. Donc, l'agrégation, tu vois, c'est l'élite, c'est l'excellence en France. Mon parcours perso et mon parcours professionnel. Il y a trois choses. Il y a mes diplômes, il y a le côté, mon parcours personnel, tu vois, mes galères, etc. Ce qui fait que je ne suis pas le mec arrogant. Tu vois, quand j'étais trader et tout, je pensais que j'étais le maître du monde et tout. Quand je me suis pris des baffes par la vie, je me suis dit, non, t'es rien. Tu vois, n'importe qui peut être au sommet et tout perdre du jour au lendemain. Là, ne sois pas arrogant. Parce que si tu es arrogant aujourd'hui, demain, tu vas être plus bactère. Et le mec que tu as méprisé aujourd'hui, il peut venir maintenant. Il sera au-dessus de toi. Ne sois pas arrogant. Ne sois jamais arrogant. Donc, premièrement, ne sois pas arrogant. Deuxièmement, j'ai voulu transmettre mon parcours. Voilà, comment j'ai fait pour aujourd'hui être multimillionnaire, avoir ma liberté financière, ne pas avoir besoin de bosser. Et donc, j'ai bossé plusieurs années pour créer ce programme. Et les retours, c'est surtout, moi, ce qui me fait plaisir, c'est que les gens me disent, Tami, t'as sauvé ma vie, t'as changé ma vie, Tami, tu m'as sauvé, Tami, j'étais en mode déprime. Et il y a énormément de gens qui sont venus à Dubaï, il y a énormément de success stories. Tu vois, et j'en parle pas beaucoup, parce que bon, voilà, c'est pas à moi de... Mais il y a beaucoup de gens qui sont passés par la TKL et qui ont cartonné par la suite. Tout le monde n'a pas cartonné, mais il y a beaucoup de gens, ils sont passés par la TKL et ils ont cartonné. Et pourquoi, et comment s'explique Trustpilot? Comme tu l'as dit, tu vas toujours avoir des gens pour dire « c'est impossible ». Comment ça? Alors, on a presque 3400 témoignages, 97% de notre 5 étoiles. C'est incroyable. C'est quand même moi, cité, hein. même moi, je me dis « waouh ». Comment c'est possible? Comment c'est possible? Mais les gens, tu vois, tu vois, si tu traites les gens bien, si tu apportes de la valeur, si tu es sincère, si tu es authentique, ben les gens, ils le sont aussi. Tu vois, moi, quand je donne un webinaire, tu le vois, il y a plein de gens, ils font la pub de la TKL. Tami, c'est super, la TKL LFA, c'est super, c'est génial, les témoignages. Parce que derrière, tu t'es pas foutu de leur gueule.
Donc, tu vois, moi, ma priorité, c'est de me dire apporter de la valeur, apporter le meilleur et être bon dans mon domaine. Tu vois, donc moi, quand je crée une formation, je bosse. Et donc, aujourd'hui, mes ambitions, c'est quoi? On a TKLFA, on a créé des formations de malades sur la partie finance, investissement. Moi, pour moi, c'est comme, tu vois Harvard, tu vois Wharton, tu vois HEC, on a mieux à la TKL. C'est ça, c'est l'excellence. C'est apporter le meilleur cursus qui soit en finance. Et on a 2 grosses formations. On a une formation, c'est l'introduction, c'est LFA. Tu démarres dans la liberté financière. Là, je t'apprends l'investissement, le mindset, l'argent, le business sur Internet, etc. Et le but, c'est que tu aies tous les outils pour cartonner. Tu vois, même si tu démarres de 0. Et l'autre formation, c'est plus pour les gens qui ont un certain capital, du temps, une passion, et qui disent, OK, moi, Tammy, je kiffe et je veux aller plus loin. C'est vraiment comme ça que... voilà. Et puis, franchement, moi, la TKL, c'est plus mon bébé. J'ai pas besoin de la TKL pour vivre, pour payer mes charges, tu vois, parce que j'ai atteint ma liberté financière depuis longtemps. Mais c'est plus ma passion. Tu vois, moi, j'adore enseigner. Je suis un prof, tu vois, dans l'âme. Ouais. J'adore ça. Et j'adore coacher les gens, j'adore motiver les gens. Et donc, pour moi, tu vois, si tu me dis, OK, Tammy, tu le fais gratuitement, je le ferai gratuitement. Pourquoi je le fais pas Déjà, je le fais gratuitement sur YouTube. Pourquoi je le fais pas gratuitement? Parce que j'ai compris une chose, c'est que beaucoup de gens, tu leur dis, c'est gratuit, ils foutent rien. Si c'est gratuit, on pense qu'il n'y a plus de valeur. Il n'y a pas de valeur. Et deuxième chose, 1 million de personnes vont venir dans une formation. Ouais. Et il n'y a que 3 personnes qui sont là pour vraiment bosser, Ouais. pour avoir des résultats. C'est ça. Donc, C'est je ça. pense que et donc, à partir de là, tu vois, on a baissé les prix, notamment de LFA. On fait en sorte que ce soit hyper accessible, mais pas gratuit, parce que gratuit, tu vas avoir des gens, ils vont jamais passer à l'action, ou ils vont pas accorder de la valeur à une formation. Ça, c'est clair. Ouais. Non, c'est très bien. Il y a 3 choses que je vois que vous accordez beaucoup d'importance, Oui. qui est l'acronyme de votre livre. J'adore le livre Agir. Ouais. A comme apprendre. Ouais, G comme gagner de l'argent. Gagner plus. Ouais. Gagner plus. Ouais. Et I, investir. Ouais. Et enfin, réussir. Ouais. Réussir sa vie. Réussir sa vie. Ouais. Donc, si aujourd'hui, votre philosophie d'apprentissage aujourd'hui, quelle est l'importance d'apprendre sur le tas? Et comment apprendre selon vous aujourd'hui? OK. Apprendre, il y a plusieurs manières d'apprendre. Alors déjà, tu vois, j'aime bien Kiyosaki, notamment son livre Père riche, Père pauvre. Il dit tu as 2 types de profs. Tu as le prof universitaire qui est fauché, donc c'est son père riche, son père pauvre. Ouais. Tu sais, le papa de Kiyosaki, il a fait Stanford. Ouais. Il a fait un PhD à Stanford. Stanford, c'est une université prestigieuse. Et il disait, mon père, il était fauché. Et tu avais le mec, l'autre, il n'a pas fait d'études, mais il est entrepreneur et il cartonnait. Ouais. Et lui, dès son plus jeune âge, il disait, mais pourquoi lui, tu vois, il n'a pas fait les études comme mon père et tout, mais il est blindé de thunes. Et mon père, tu vois, il a fait les meilleures études. Et en fait, l'état d'esprit. Donc, tu as 2 types de profs. Tu as le prof universitaire qui est brillant. Hein. Moi, j'ai des amis universitaires, ils sont extra, ils sont brillants. Mais ils n'ont pas l'état d'esprit. Tu vois, moi, quand je parle à des amis qui sont à l'université, je leur dis, mais les gars, créez quelque chose, faites... Ouais, mais tu sais, ils vont parler en mal de nous, ils vont dire... Mais de qui t'as peur? Ces gars-là, dans 5 ans, dans 10 ans, tu ne sauras même pas qu'ils existent. Ouais. Mais ils ont la trouille. Tu sais, en France, t'es prof, tu as un statut. Ouais. Donc, tu as la trouille de ce que vont dire les autres. Surtout le monde de la recherche. C'est un monde petit monde, tout le monde se connaît. Mais c'est un mindset de loser, quoi. Ouais. Et tu as les deuxièmes profs, ce sont des gens qui ont fait quelque chose. Des entrepreneurs, des traders, des investisseurs, etc. Et ces gars-là, ce sont les meilleurs profs. Ouais. Parce que les gars, ils sont dans l'action. Ils sont expérimentés la chose. Ils sont en mode agir. Ouais. Tu vois, il y a le blabla, tu parles, et il y a... c'est bon, quoi. Et donc, apprendre, attention aux professeurs. Le A de apprendre, attention à tes profs. C'est qui tes profs? Tu vois? Ouais. Donc, bien sûr, c'est bien d'avoir des experts, d'avoir des universitaires, mais attention, les universitaires sont fauchés. Ouais. Sont fauchés. Tu dois avoir comme mentor des gens qui ont réussi ou qui ont fait quelque chose ou qui sont en mode action. D'accord? Apprendre. Et puis, dans le apprendre, il y a également la partie mindset. Ouais. Tu vois, comment les croyances limitantes, tu pourras jamais... Regarde, si toi, tu avais ces croyances limitantes, tu ne serais pas là à Dubaï. Ouais.
tu m'aurais même pas proposé de faire ce podcast. Tu serais pas, tu vois. Et là, tu es venu à Dubaï, tu vois, on est ensemble. Et moi, je te dis, je ne donne, bah, tu le sais, hein, je ne donne que très peu d'interviews. Exactement. Je ne donne pas beaucoup d'interviews. C'est une occasion en ligne d'or, c'est pourquoi vous devez partager le maximum. et donc, tu vois, et j'ai plein de propositions, d'invitations à chaque fois. J'ai pas le temps parce que mon temps est précieux. Exactement. Et donc, dans le apprendre, donc il y a tes profs, ça passe par des bouquins. Alors, je sais que beaucoup de gens détestent lire, mais il faut aimer lire. Ça passe par les bouquins, ça passe par des formations en ligne. Parce que les formations en ligne, bah, finalement, tu n'as pas besoin de te taper des bouquins. Et tu n'as pas besoin de passer... Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils ne sont pas faits pour la lecture, tu vois. Moi, je lis énormément. Mais si tu devais me dire, Tammy, comment tu fais? Moi, je lis énormément. Tu vois, mais vraiment, j'ai lu des centaines de bouquins. Si tu viens chez moi, tu vois, il y a plein de bouquins. Je vais peut-être faire une vidéo dans laquelle je vous montrerai ça. Rendre visite rapidement. Mais c'est énorme. Tu vois, je lis énormément de bouquins, premièrement. Deuxièmement, passer à l'action. Tu vois, le A, on pourrait même dire passer à l'action. C'est-à-dire, et c'est là où je parle de gagner plus. Gagner plus, c'est quoi? C'est un état d'esprit. C'est-à-dire que beaucoup de gens, ils ont peur de gagner de l'argent. Parce que, tu vois, dès qu'on parle d'argent, il y a un problème. C'est un tabou. Or, tu vois, même moi, dans mes étudiants, il y a beaucoup de médecins. Et tu vois, les médecins, c'est un métier noble. Mais j'avais une femme, médecin, elle me disait... Ouais, il y a plein de clients, ils m'ont pas payé et tout. Je lui dis, attends, tu fais pas la charité non plus, quoi, tu vois. Tu fais un métier noble, c'est bien, mais demande-leur de te payer. Donc, elle n'osait pas demander à ses clients de la payer. Donc, il y avait des clients qui la payaient pas. C'est fou. Et donc, il faut... Un dû est un dû, c'est-à-dire, tu travailles. Si la personne elle est désespérée et que tu peux l'aider, super. Par exemple, moi, à la TKL, il y a une personne... qui nous avait écrit, voilà, je viens de faire une opération, je suis pas bien et tout. Il commençait à peine à suivre la formation. Ben, on l'a remboursé. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Et il nous a dit, merci, c'est super. Tu vois, et si tu es dans la merde, maintenant, alors ça, c'est trop marrant. Il y a un mec qui nous a écrit et il nous a dit, ouais, remboursement. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Oui, j'ai divorcé, je suis au chômage. OK, prouve-nous. Envoie-nous le papier. Le mec, il nous a rien écrit, il nous a rien envoyé. Il est parti sur une chaîne concurrente. Il a dit, Tammy Kabaj m'a volé de l'argent alors que je lui ai donné, c'est un voleur, etc. Et nous, on a dit, OK, mais on t'a demandé de nous prouver. Ce que tu c'est à moi si tu prouves que tu es dans la merde et tout. Ensuite, il nous a écrit, mais en fait, c'était un mensonge. Tu vois? Mais est-ce que j'allais sur YouTube pour dire non, mais le gars... Non, parce que j'ai pas le temps. Non. Et les gens, ils croient ce qu'ils veulent. Parce que de toutes les manières, les gens qui vont vouloir te salir ta réputation, c'est Warren Buffett qui disait tu mets toute une vie pour bâtir une réputation, 5 minutes pour la détruire. Exactement. 5 minutes. Mais clairement, c'est pas ça qui va nous détruire. Non. Parce que je sais, parce que nous, on est costaud. Alors, non, on va pas... Par contre, si tu es de bonne foi, etc., on va te rembourser, il n'y a pas de souci. Tu vois, et donc, avoir vraiment cet état d'esprit d'apporter de la valeur et d'être éthique. Gagner plus. Il faut vouloir gagner de l'argent. Beaucoup de gens sont en mode ouais, mais l'argent, c'est pas bien. Ben, c'est pour ça que tu seras fauché toute ta vie. Tu vois. Et beaucoup de gens, tu vois, ils me voient, ils disent ouais, Tammy, il vend. Ben, merci, je suis content de vendre. Je suis content parce que moi, j'étais un ancien timide. J'étais mauvais en marketing. Et là, je me suis dit punaise. Non, tu vois, gens, tu veux gagner de l'argent, tu dois être bon en marketing. Exactement. Tu dois vendre. Donc, gagner de l'argent, investir. Moi, ce que j'ai fait à Dubaï, quand j'ai vu les gens, ils achetaient des Lamborghini, des Rolls-Royce, des Rolex. Moi, j'ai une Apple Watch. C'est tout. J'ai pas de Rolex. Et j'ai pas besoin de Rolex. Alors, si une personne achète une Rolex, tant mieux pour lui. Voilà. Mais moi, ce que j'ai fait, dès que je suis arrivé à Dubaï, je me suis dit, cette ville, elle est dangereuse. J'ai vu des gens créer un restaurant, fermer le restaurant. Créer un restaurant, fermer. Qu'est-ce qui se passe? En fait, ils arrivent, ils ont plein de rêves. Ils se disent, cette ville, elle est facile. Or, cette ville, elle est impitoyable. Dubaï a détruit énormément de personnes. Énormément. On voit les réussites, on ne voit pas les échecs. Il y a plein d'échecs à Dubaï. Il y a plein de gens qui ont tout perdu à Dubaï. Donc, moi, quand je suis arrivé, je me suis dit, cette ville est dangereuse. Elle peut te détruire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Très simple. J'ai commencé à investir. Et j'ai investi pourquoi? Parce que je me suis dit, OK, j'ai fait un calcul très rapide. Je me suis dit, OK, le loyer représente 12% de rentabilité à Dubaï, à l'époque. Et je me suis dit, même la bourse, tu vois, la bourse américaine, c'est 10% en moyenne par an.
Je me suis dit, mais tu n'as pas cette rentabilité sur la bourse US. Non. Et j'ai commencé à investir. Et puis, j'ai fait plein d'investissements, notamment dans l'immobilier. Et ces investissements, aujourd'hui, me payent toutes mes charges et largement. Donc, j'ai même pas, tu vois, rien que l'immobilier, j'ai investi. Et l'investissement à bourse, immobilier, pourquoi? Parce que aujourd'hui, tu as la pêche, j'ai la pêche. Tu tombes malade, je tombe malade. Ouais. Tu as un problème, tu as un souci. Ça y est, tu n'es plus dedans. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu vas payer tes factures? Tu dois avoir quelque chose qui remplace ton travail, tu vois? Et ce qui va remplacer ton travail, ce sont tes investissements. Immobilier, crypto, bourse, écrire quelque chose, tu vois, quelque chose de passif, des bouquins, etc., des logiciels. Tout ça, ça doit remplacer ton salaire. Tu dois être en mode et te protéger. Et moi, c'est ce que j'ai fait, tu vois. Donc, j'avais vraiment ce focus, cette obsession de si je veux arrêter de travailler, tu vois, et puis de réussir sa vie. L'argent ne fait pas tous les amis. Il y a beaucoup de gens qui disent l'argent ne fait pas le bonheur. C'est vrai, mais il ne fait pas le malheur non plus. Et quand tu as de l'argent, moi, par exemple, je vois, rien que mes dépenses mensuelles, c'est un salaire de... J'ai pas envie de dire ministre. Il y a des ministres, ils ne gagnent pas ça, tu vois. Mais si j'arrête de travailler, comment ça se passe? Eh ben, j'ai des revenus passifs, tu vois. Et donc, le réussir sa vie, l'argent, ça permet de financer tes dépenses. Exactement. Après, le réussir sa vie, c'est quoi? C'est avoir une famille, avoir des enfants. Pour moi, c'est ça, moi, le moment le plus incroyable pour moi dans ma vie, c'est ma famille. Oui. C'est là où je passe des moments extraordinaires, c'est là où je suis content, je suis joyeux, je suis heureux. C'est la famille, il n'y a pas plus beau, tu vois, pour un homme, pour une femme, que d'avoir une famille. Tu vois, c'est magnifique. Et réussir sa vie, c'est plein de choses. C'est se réaliser. C'est travailler sur sa passion. C'est ne pas avoir besoin d'argent. Tu vois, il n'y a pas que le côté financier. Le côté financier, c'est un aspect. C'est être en bonne santé, c'est faire du sport. C'est ça la réussite. C'est plein de choses. Tu vois, être bien, tu vois, être présent, faire quelque chose que tu aimes. Et moi, aujourd'hui, je ne vais pas dire que j'ai atteint tous ces objectifs. Loin de là, tu vois, tu as jamais. Ouais. Mais franchement, tu vois, moi, je suis heureux. Et ça, c'est la valeur. Et bien sûr, comme tout le monde, tu vois, tu passes par des périodes, tu es heureux, des périodes, tu te remets en question. Mais honnêtement, tu vois, personne n'est heureux tout le temps. Ouais. Personne. Tu vois, même les milliardaires, tu vois, il y a toujours des moments où... Mais c'est un état sur lequel tu dois travailler en permanence. Et c'est ça, le réussir sa vie, c'est jamais... tu vois, et donc, pour résumer, moi, vraiment, ce que je fais aujourd'hui, tu vois, je travaille sur ma passion, la finance. J'adore les marchés financiers, c'est ma passion. Ouais. Ma famille, je passe du temps avec ma famille tous les jours. J'essaie de voir ma famille, tu vois, ma fille, de passer du temps, de m'amuser avec elle. Tu vois, parce que ça, tous les milliards, ça ne va pas t'apporter ce bonheur. Tu vois. Et enfin, apporter de la valeur ajoutée à ma communauté. Et tu vois, parce que ça aussi, ça m'apporte énormément. C'est très bien résumé. Je pense, comme je vous l'avais dit, hein, vous êtes en train d'apprendre. Moi, je vous dis déjà merci. Avant, il y a une semaine de cela, j'étais avec quelques potes qui sont aussi sur le trading, sur le business, qui ont des Rolex, qui roulent avec des Lamborghini. Souvent, on sait comment ça se passe. Certains font de location, etc. Exact. Moi, je prononce mal. J'ai acheté un appart au Jabal Ali. Je pense que je prononce mal. C'est bien, Jabal Ali, c'est ça. Là où on est en train de construire le nouveau aéroport qui va accueillir plus de 60 millions de personnes. Donc, c'est un peu loin, mais quand même, je me suis dit qu'en suivant des conseils comme ça, c'est mieux d'acheter $45 000. C'est mieux d'acheter un Rolex de $45 000. Je me suis dit que pourquoi pas ne pas suivre cette méthodologie. La Rolex, on peut te la voler, elle peut se casser et c'est juste de l'ego. Exactement. Alors qu'un appartement, OK, bien sûr, il y a des dépenses, etc., mais tu vas avoir un rendement. Et quand tu vas commencer à louer ton appart, et à Dubaï, en fait, ce qui est génial, c'est que tu loues ton appartement une année à l'avance. Ouais, exactement. Voilà, donc, tu le loues un an, c'est bon, et tu as des... Par exemple, moi, mon premier appartement, je l'ai acheté en 2015, et le loyer, aujourd'hui, donc 2015, ça fait presque 10 ans, hein, le loyer de cet appartement, c'est 5 000 € par mois. Wow. Pour un seul appartement. Tu vois ? Ouais. Pose-toi la question, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des gens, même cadres, qui gagnent 5 000 € par mois, passifs comme ça, sans rien faire ? Eh bien, c'est ça la puissance des revenus passifs. C'est qu'à un certain moment, tu vois, tu dois développer des investissements qui vont remplacer ton salaire. Et moi, c'est ça. Moi, en France, professeur agrégé, tu sais combien je gagnais
par mois. Non. 2000 euros par mois. 2000 euros. Et là, j'ai un appartement. Qui fait 2 fois plus ou 2 fois plus que mon ancien salaire sans rien faire. Le passif. Ça s'appelle des revenus passifs. Il faut vraiment... Alors, il y a des gens qui vont dire, oui, mais c'est pas bien, mais c'est aussi... OK, ben, ne fais rien. Quand tu te retrouves à la retraite et que même tes enfants, ils seront pas là pour t'aider, parce que malheureusement, c'est ça. Ouais. Tu vois, tu vas avoir de plus en plus... ça va être de plus en plus le cas à l'avenir. Il va y avoir de plus en plus de personnes âgées. 2 milliards de personnes seront âgées de plus de 60 ans en 2050. Il va y avoir une explosion de la vieillesse dans le monde. Ouais. Et beaucoup de gens, ils n'auront pas les moyens de payer leurs charges. Je suis allé à Hong Kong. Tu connais Hong Kong? Ouais. C'est l'une des villes les plus riches au monde. Tu vois des gens de 75 ans, 80 ans, le dos courbé, travailler au McDo. Wow. Et tu sors, tu vois des Rolls, des Bentley. Et tu vois là, tu vois des gens... Parce que même en Afrique, c'est rare de voir des gens très âgés travailler. À Hong Kong, c'était normal. Genre 85 ans, 80 ans, le dos courbé, tu travailles. Et qui passe la serpillière au McDo. À Hong Kong. Et là, tu te dis, il faut se bouger, quoi. Il y a beaucoup de gens, ils sont en mode, oui, tout va bien. Non, 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 ça va être impitoyable. Et je ne parle pas du réchauffement climatique, de plein de choses qui font que le monde va être de plus en plus chaotique. On ne sait pas de quoi sera fait demain, mais il faut se préparer au pire. Comme ça, tu es prêt. Tu es prêt. C'est très intéressant. Hein. Je pense qu'apprendre aussi, vous avez bien compris, c'est très bien. Vous l'avez dit, Robert Kiyosaki. Moi, c'est pourquoi je l'aime, j'adore son livre Fake. Fake professeur, fake money, fake actif et tout ça. Donc, il y a quelques questions, mais il y a une partie pièce qu'on fait toujours sur nos interviews. Oui. Je vous donne 2 photos, je vous donne des images. Okay. Chaque image, il y a 2 personnages. Okay. Et vous commentez ces 2 personnalités. D'accord. Vas-y. Et vous dites, voilà, vous vous sentez mieux à l'aise sur le pot de qui parmi ces 2 personnalités. J'ai encore maintenant... Bonne question. Pourquoi Dubaï? Tout ça, on a ça, mais j'ai quelques photos. Alors, je vais te montrer une photo. Vous commentez ces personnages. Après, je te montre 2 autres photos. Prends. Les monteurs vont mettre à côté. Alors, Vladimir Poutine, Donald Trump. Oh là là. Elle est piège, ta question. Alors... Moi, j'ai envie de dire, les deux sont intéressants. D'accord. Les deux personnages sont intéressants, même si, tu vois, on rentre dans un truc très politique. Tu vois, c'est de la politique. Exactement. C'est de la politique. Et je pourrais te dire ni l'un ni l'autre. Mais je vais pas jouer ce jeu. Si tu me permets, Poutine, au sens où, tu vois, pour la Russie, il incarne vraiment un renouveau, etc. Maintenant, il y a toute la partie guerrière, etc. Je pense qu'on aurait pu l'éviter. Tu vois, même s'il y a des gens qui comprennent, qui disent, voilà, l'Ukraine a déconné, etc. Je pense qu'il n'avait pas besoin de faire de guerre. Et qu'il est rentré dans quelque chose dont il est difficile de revenir en arrière. Et encore une fois, je ne fais pas de politique, tu vois. Je donne mon avis sincère. Et je pense que tu vois, il est rentré dans cette spirale de la guerre et c'est très difficile de revenir en arrière. Et là, maintenant, tu vois, la solution, c'est quoi? La solution, c'est quoi? C'est qu'il va battre l'Ukraine. Les Européens, aujourd'hui, disent, voilà, c'est quoi la solution? C'est une 3e guerre mondiale? Tu vois, il nous mène vers un truc. Ouais. C'est pas que lui. Voilà, il n'est pas le seul. Et effectivement, il y a quand il parle de l'Ukraine, il y a des choses qui n'étaient pas réglées de la part des Occidentaux également. Les Occidentaux n'ont pas fait le job. Mais... c'est lui qui a attaqué. Tu vois, il y a ça. Trump, tu vois, il donne ce côté fou. On a l'impression que c'est un fou furieux qui est complètement... Mais il est très, très intelligent. C'est un très bon businessman. Et c'est quelqu'un qui est un mec du milieu. C'est-à-dire, tu vois, il a commencé... Alors, il n'a pas commencé de zéro. C'est un héritier. Mais c'est quelqu'un qui a un franc-parler. C'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense, etc. Et pour moi, tu vois, il a compris également la puissance des réseaux sociaux, de la télé, etc. Maintenant, Trump est également dangereux. C'est-à-dire, tu vois, c'est-à-dire il y a c'est-à-dire que ce soit Poutine ou que ce soit Trump, on rentre dans une logique guerrière. Ouais. C'est pour ça que je te dis, les deux, c'est-à-dire les deux, ils ont une personnalité, ils ont un charisme, mais les deux, ils nous mènent vers une catastrophe, une catastrophe. Tu vois.
Et on n'a pas besoin de ça. Ouais. Et je pense que... Et malheureusement, on n'a pas de chef d'État, parce que finalement, on a vécu des guerres. L'Afrique vit encore, tu vois, il y a encore des conflits. Mais il y a des conflits dans le monde entier. Ouais. Mais là, on rentre dans des conflits mondiaux. Exactement. Et donc, à partir de là, le risque, tu vois, il est que, tu vois, qu'on ne rentre pas dans cette spirale infernale. Mais, waouh, ça te va ma réponse. J'ai pas fini, mais ça te va ma réponse. Ouais. Parce que j'ai pas répondu l'un, parce que je m'en fiche. Ouais. Pour moi, les deux, tu vois, il y a du positif et du négatif. Négatif, exactement. Et j'en arrive à ce siècle, tu vois. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Trump? Pourquoi Poutine? Il faut bien comprendre ce qui se passe. C'est très clair. Les États-Unis sont en train de perdre leur positionnement de puissance mondiale. La Russie, tu vois, ça reste un empire, ça reste une puissance. Mais tu as d'autres pays comme la Turquie, comme la Chine. Et ces pays, et tu as ce que l'on appelle les BRICS. Et ces pays, aujourd'hui, disent, voilà, l'Occident, le G7, pendant pas mal d'années, ils nous ont méprisés, ils nous ont considérés comme des... Aujourd'hui, nous, on veut prendre notre revanche. Et c'est un peu également le mouvement qu'on a en Afrique. Tu vois, il y a beaucoup de pays, d'États, etc., qui disent, nous, on veut prendre du recul. Avec la France. Avec la France, avec l'Europe, avec... C'est pas aussi simple que ça. C'est pas du jour au lendemain, c'est bon. Et donc, on rentre dans une logique de conflit. Tu vois? Ouais. Et clairement, on le sent. Les États-Unis savent que la Chine est en train de monter en puissance et qu'ils vont défoncer tout. Et donc, les États-Unis, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? OK, Biden, il est en train de dire quoi? Il est en train de dire, on va bloquer les ventes des véhicules électriques. On va mettre plus de barrières douanières à la Chine. Qu'est-ce que ça va provoquer? La Chine va dire la même chose. Ça va créer une inflation. On parlait des banques, mais la crise, elle va être pire, là. Ouais. Parce que ce qu'on ne voit pas, c'est que si l'inflation augmente aux États-Unis, si les taux d'intérêt augmentent aux États-Unis, est-ce que la dette américaine, elle est explosive? Elle représente des dizaines de milliers de dollars. Ouais. Et donc, si les États-Unis, les taux d'intérêt augmentent, l'inflation augmente, est-ce qu'ils seront capables d'honorer leurs engagements? Et donc, on était dans un monde mondialisé, tu vois, un monde où, clairement, l'Europe est en train de perdre sa puissance, les États-Unis sont en train de perdre, Poutine qui attaque l'Ukraine, tu vois, Trump qui va peut-être revenir au pouvoir. C'est ça même pourquoi la question. Et la question, elle est vers où on va là, les gars, c'est-à-dire, est-ce que vous voulez vraiment la guerre? Parce que les gens demandent, est-ce que Poutine au pouvoir, Trump au pouvoir, est-ce qu'il ne va pas arrêter cette guerre en disant que ce n'est pas moi qui l'ai créée, je suis nationaliste, donc moi, je m'en fous de défendre... C'est le seul argument positif en faveur de Trump. Ah, donc il y a quelque chose de positif. Non, et c'est ce qu'il dit, lui. Ouais, il dit il est nationaliste. Il n'y aurait pas eu de guerre. S'il était là. Mais les États-Unis, c'est les États-Unis. Ils ont leurs intérêts. Ouais. Et il faut bien comprendre que Trump, ce n'est pas les États-Unis. Tu vois? C'est pas les États-Unis. Et que les États-Unis, il y a des lobbies, il y a le Sénat, du business, le Congrès, tout ça. Il y a de l'argent, il y a une puissance militaire. Tu vois, les États-Unis, si l'Ukraine, ils sont derrière, c'est que derrière, ils se disent, la Russie, nous, on ne veut pas, tu vois. Et Poutine l'a dit. Il a dit, moi, j'avais proposé de rentrer dans l'OTAN et l'OTAN m'a dit non. Ouais. Ça veut dire que les États-Unis, tu vois, c'était dans l'agenda. On ne veut pas de la Russie. Ouais. Et là, le problème, il est clairement, c'est de la politique, c'est des intérêts économiques, c'est du lobbyisme. Tu vois, on est dans du très haut niveau. Très haut niveau. Ouais. Il y a même des choses, nous, on ne sait même pas ce qui se passe. Exactement. On pense que non. Avec Trump, ça peut régler, mais ça peut aussi ne pas être le cas. Si, comme vous l'avez dit, les Américains tiennent vraiment à ce qu'ils sont en train de faire. Parce que Trump, il a fait des choses intéressantes, mais tu vois, 4 ans, un président, c'est ça, il reste 4 ans au pouvoir. C'est rien. 4 ans, c'est pas beaucoup. Il ne peut rien faire. Donc, ce n'est pas eux qui ont le pouvoir. Il faut bien comprendre, les hommes politiques... Ils sont là juste pour coordonner, mais les décideurs sont derrière. Ceux qui ont le pouvoir, ce sont les gens qui sont Maison-Blanche, qui sont là, qui est Trump, qui est Biden, qui est, tu vois, c'est comme en France également.
t'as ce que l'on appelle les hauts fonctionnaires, etc. Ils sont là tout le temps. Ouais. Qui est la droite, la gauche, l'extrême droite, l'extrême gauche, ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Et donc, les hommes politiques, ils font juste, c'est juste, voilà, le côté OK, d'accord. On est là, on fait, et puis c'est pas à long terme, c'est pas un système qui est efficace. C'était efficace avant. Tu vois, le système. Par exemple, Dubaï, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas d'élection, mais ça marche super bien. Ouais. Sécurité, tu as vu? Ouais. Est-ce que tu as eu un danger? Non. Est-ce que quelqu'un t'a agressé? Est-ce que quelqu'un t'a mal parlé? Jamais. Est-ce que... Voilà. Tout est clair. Ils sont même peur quand ils sentent que tu n'es pas content. Tu as vu? Ouais. Tu as vu? Ils veulent te... Tu dois être content. Ah, eh bien, est-ce que j'ai voté, moi, ici? Non, j'ai pas voté. Tu vois? Et c'est ça, la politique. La politique, c'est faire en sorte que le peuple soit bien. Après, tout ça, c'est du folklore. Ça nous amène même sur deuxième photo. Vas-y. Ça nous amène sur... Là, ça nous permet de voir ça. Elon Musk, Bin Rachid Al Maktoum. Waouh. Je suis obligé de choisir. Bon, Elon Musk, bah, tu sais qu'il est d'Afrique du Sud, donc africain. C'est un immigré, mais c'est quelqu'un qui a fait quelque chose d'incroyable. Maintenant, moi, j'habite à Dubaï et j'adore cette ville et j'achète pas de Tesla. Donc, j'ai envie de dire El Maktoum. El Maktoum. Pourquoi? Parce que pour moi, cette ville, c'est une ville de rêve. Maintenant, ce n'est pas une ville pour tout le monde, mais c'est une ville de rêve. C'est-à-dire, tu as toutes les nationalités, toutes les religions, mais toutes les religions, hein. Ouais. Genre tout le monde. Hein. Il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de racisme. C'est interdit. C'est interdit. Tu vois? Tu dis quelque chose de... T'es raciste ici, c'est prison. C'est pas blabla. Non, non. C'est prison, monsieur. Tu parles mal à quelqu'un ici, prison. Moi, j'en ai déjà parlé, mais je vais répéter ça. Moi, je suis à Dubaï depuis 2014. Et je suis à Dubaï parce que, un peu par hasard, tu vois, j'ai créé la TKL au Maroc et tout, mais à un certain moment, je voyais que je n'allais pas pouvoir développer comme je le voulais. Il y avait pas mal de... Et Dubaï, je me suis dit, waouh. Je suis arrivé ici, je me suis dit, waouh. Parce que, tu vois, tu es en France, voilà, tu as l'impression que c'est la France, c'est le Dorado. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est l'avenir, il est ici. Ici, à Dubaï. Ici. Et là, après, quand j'ai vu la société, pas de racisme, pas de discrimination, tout le monde est gentil, sécurité absolue, tu peux laisser ton iPhone et tu reviens, tu vas le retrouver. Ouais. Et là, je me dis, waouh, mais où? Parce que moi, j'ai été à Singapour. Singapour, c'est le top. Tu vois des SDF qui puent l'alcool dormir dans la rue à Singapour. Hong Kong, je t'ai donné les... Tu vois, le monde, même les villes riches, je suis allé à New York. New York, t'as peur. Ouais. Tu vas dans un resto, genre, t'as toujours quelqu'un qui va venir, donne-moi de l'argent, donne-moi de l'argent. Ouais. Et tu vois, et les gars, généralement, tu vois, ils sont hyper baraqués et tout. Ils puent l'alcool. Et tu te dis, punaise, t'as pas un endroit, et j'étais dans les meilleurs quartiers. T'as pas de sécurité, tu te sens pas en sécurité. Et Dubaï, t'es en sécurité absolue. Ouais. Ensuite, moi, je racontais une anecdote rapide. Il y a quelqu'un qui... moi, je suis avec ma fille et ma femme. Et quelqu'un qui me rentre dedans. Tu vois, il vient et il me rentre dedans par derrière. Okay. Et puis, c'est cool. Il a peut-être... mais après, il vient et le mec, il part, quoi. Et moi, tu vois, quand je le vois partir, je lui tape à l'épaule, je lui dis, tu aurais dû au moins dire excuse-moi, parce qu'il me rentre vraiment dedans, quoi, tu vois. Okay. Et moi, je suis en tongue, le mec, je me dis, punaise. Et puis, il m'a dit, ouais, pourquoi tu m'as tapé? Je dis, je t'ai pas tapé, je t'ai juste dit, tu dis au moins désolé. Et là, il me dit, ouais, je vais te tuer, etc. Je vais te tuer, I will kill you, etc. Et ensuite, il se casse. Il est avec sa femme, et il se casse, tu vois. Et ma fille, elle pleure. Et donc, moi, le mec, je le vois partir, tu vois. Mais je me dis, mais il est con, parce qu'on est à Dubaï. Ouais. Il devrait comprendre qu'il y a des lois ici. Donc, moi, je me suis dit, OK, bah, je vais tester Dubaï. Est-ce que la justice est de mon côté, tu vois? Et le mec, il est d'origine jordanienne, je pense, quelque chose comme ça. OK. Voilà la police, dépose plainte. Voilà ce qui s'est passé. Il y a les caméras. Voilà ça. 2 semaines après, le mec, il devait partir chez lui. La police l'arrête, lui dit « Non, il y a une plainte qui est déposée contre vous, vous devez rester à Dubaï. » Ensuite, il vient, il s'excuse. Il nous dit « Désolé. » Et il pleure. Et il dit « Voilà, je suis désolé. » Non, on aurait pu le poursuivre en justice. Et il aurait pu se retrouver en prison. Wow. Pour rien du tout. Il m'a dit je vais te tuer, etc. Il n'y a pas mort d'homme. On est d'accord. Mais ici, c'est quelque chose de grave. Non, désolé.
moi, je suis à Dubaï, je suis là. Respecte-moi, je te respecte, je vais jamais t'insulter, je vais jamais... Parle-moi bien. Et donc, moi, je suis pas tombé dans son piège, mais tu vois, eh ben, j'ai fait le process. Je peux te dire que le mec, ensuite, il chialait. Mais moi, je l'ai fait pour ma fille. Ouais. Ça aurait été moi, je l'aurais insulté. T'as ma fille. Ma fille, elle a 6 ans. Tu racontes des conneries et elle est en train de pleurer. Et là, je me suis dit, cette ville est magnifique, incroyable. C'est magnifique. Donc, c'est pour ça que je te dis, Elon Musk, il a fait des choses incroyables. Mais moi, je roule pas en Tesla et c'est un entrepreneur. Ouais. Mais là, c'est beaucoup plus dur. Je pense que Cheikh Ben aussi est entrepreneur, transformé ce désert. C'est un entrepreneur. Et ce qu'il a fait, c'est quasiment mission impossible. Dis-moi un autre pays où tu as ça. C'est impossible. Moi, Casablanca, tous les jours, tu as des gars qui vont t'insulter, quoi. Tu vois, tu es en voiture, tout le monde... tu vois, les gars, en voiture, je sais pas, à Dakar, comment ça se passe? Non, c'est commence à être très mouvementé aussi. Bah oui, très mouvementé. mais les gens sont fous. Voilà, dès qu'ils sont... Mais là, non, tu peux pas faire ça. Et là, quand tu vois ça, tu vois les règles, tu vois le respect. Tu aimes le mec. Moi, je l'ai aimé tellement que je suis parti acheter ces 2 livres. Ouais. Réfléchir sur le bonheur. Je pense que l'autre, c'est mon parcours. C'est là où il expliquait vraiment cette partie que j'adore. Mais en tout cas, c'est des bouquins très intéressants parce que je suis impressionné du travail qu'il est en train de faire. À chaque fois que tu reviens, tu vois une évolution. Bien sûr. C'est ça. Bien sûr. Voici notre 3e photo. Tammy Kavach, où ça va? Je vais dire Tammy Kavach. Quelle est la partie de Tammy Kavach qui est à Ous? Quelle est la partie Ous qui est Tammy? Ok, moi, Oussama Hamar, je l'ai rencontré une fois dans ma vie. Il y a eu un débat un peu passionné et passionnant. Mais moi, voilà, je vais punaise. Là, tu me tends un piège, mais je vais dire ce que j'ai envie de dire. Moi, je trouve que Oussama, il est brillant. C'est quelqu'un... Mais je suis l'opposé d'Oussama Hamar. Je suis l'opposé d'Oussama Hamar. Oussama Hamar, il n'a pas fait d'études. Tu vois, il s'est arrêté. Attention, c'est pas critique ce que je dis. Non, j'ai compris. En fait, il n'a pas fait d'études. Il commence un truc, il arrête un truc. En fait, c'est tout l'inverse de moi. Quand tu compares, moi, je suis quelqu'un, tu vois, j'ai fait des études, j'ai été jusqu'au bout du truc. Tu vois, quand je tiens mes engagements, je suis un putain de bosseur. Je pense que lui aussi, c'est un bosseur, mais pas comme moi. Lui, c'est plus, tu vois, il va plus, tu vois, c'est plus, il va faire de l'artifice et tout. Et moi, je suis plus le bourrin, tu vois. C'est 2 personnalités différentes. Lui, il est extraverti, moi, je suis introverti. Moi, je ne suis pas en mode, je vais rencontrer tout le monde et tout. Je m'en fiche de rencontrer tout le monde. Donc, c'est 2 personnalités différentes, premièrement. Deuxièmement, on revient sur le débat qu'on a eu. Yomi, d'ailleurs, m'a invité à son podcast. D'ailleurs, tu vois, tu as de la chance. Hein, parce qu'il m'a invité. Je lui ai dit, j'avais pas le temps, mais il m'a invité il y a 2 mois. Il m'a dit, ouais, il faudrait faire la revanche avec Oussama Hamar. Je pense que... Ouais, je peux en parler maintenant parce que moi, j'ai trouvé que, par exemple, sur l'Arabie Saoudite, il racontait n'importe quoi, ce mec. En Arabie Saoudite, les femmes n'ont pas accès à l'école. Pas toutes. Attention. Attention. Parce que moi, par exemple, j'ai été... Non, mais attends. Non, mais attends. Mon ancienne dentiste... Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de ta dentiste? Moi, je m'en fiche. Non. Mon ancienne dentiste... Tu vas me dire qu'en Arabie Saoudite... Mon ancienne dentiste... Tu peux pas comparer toutes les femmes émiraties qui sont éduquées sans exception. Laisse-moi finir. Non, mais je veux pas... Non, mais parce que tu généralises. Et justement, c'est toi qui es en train de généraliser. Non, tu dis... On voulait lancer un débat entre Oussama et Tammy. On a réussi. Tu généralises. Non. Est-ce que tu as les chiffres? Est-ce que non? Non, alors... Je suis désolé. Alors, juste... Désolé. Mais non, mais laisse-moi parler, c'est n'importe quoi. Donc, éducation des filles, rapport de l'ONU. Oui. Sur 17 millions de filles en Saoudi l'année dernière, 5 millions seulement ont reçu une éducation. 5 millions, ça veut pas dire toutes. Non, mais c'est un tiers. Mais je t'ai pas dit toutes. Voilà. Toutes ici sont éduquées. Non, mais toi, tu as dit aucune. Mais 5 millions, c'est énorme. Et encore une fois, donc... Non, okay. mais donc très bien. Donc 30% contre 100%, et tu veux me dire que ça n'a pas un impact sur un pays. Et je trouvais que c'était étonnant. Par exemple, à un certain moment, il disait 90% des femmes ne sont pas éduquées, toutes les femmes ne sont pas éduquées. En Arabie Saoudite, oui. Et après, il prend ChatGPT, il me dit, ouais, ChatGPT dit ça. C'est un mensonge. Parce que tu prends ChatGPT, tiens, on va le faire en direct. ChatGPT, analphabétisme. Tu vois, on va faire ça en direct. Analphabétisme, Arabie Saoudite. OK? Et là, j'ai pas... C'est un débat que les gens ils sont partagés partout. Je vois les réseaux en disant que voilà, c'est un débat. C'est pourquoi moi, je me suis dit, OK. OK, regarde. L'analphabétisme a considérablement diminué au cours des dernières décennies. Et je pense, quel est le taux? Je vais mettre quel est le taux. Et même chez les femmes.
Et là, il me fait sa recherche. Ouais. Et donc, Oussama, c'est ce qu'il a fait, en direct. Il dit En que direct, il a dit, et tu verras la vidéo, il disait, en fait, toutes les femmes sont analphabètes. Puis un tiers. Regarde, lis le chiffre, Ouais. 99%. Ouais. Est-ce qu'il a menti? Ouais, exact. Il a par rapport menti. à la vidéo. Il a menti. Et moi, ce qui me dérange, c'est que tu mentes publiquement, tu vois. Et il me dit, ah, ChatGPT. Et moi, je me suis dit, tu vois, j'ai douté. Ouais. Le mec, il me dit, ChatGPT me dit, il y a un tiers des femmes qui sont alphabétisées. Il l'a dit. Ouais. Et moi, je me dis, tu vois, il a pris ChatGPT, peut-être qu'il a raison. Ouais. Mais non, t'as menti, mon pote. Et ce que je veux dire, ne mens pas. Tu mets toute une vie à bâtir une réputation, 5 minutes à la détruire. Ouais. Donc le problème, c'est que moi, je suis quelqu'un de très carré. Je dis quelque chose, je dis. Si je sais pas, je sais pas. Tu vois? Ouais, exact. Et là, moi, j'ai trouvé ça moyen. Et c'est pour ça que, tu vois, je te dis, on est opposés. Moi, je suis, tu vois, sur les chiffres, je suis cartésien. C'est pour ça que je suis agrégé d'économie. Ouais. Lui, il est brillant. Attention, c'est quelqu'un que j'apprécie. Mais on a deux styles différents, deux manières d'approcher les choses qui sont différentes. Et chacun, il y a des gens qui adorent Oussama et qui se retrouvent dans lui. Il y a des gens qui m'apprécient, Qui adore mais on est deux personnes différentes. Mais par contre, je pense, et moi j'ai la conviction, quand tu dis un truc, t'as pas cherché. Tu vois, lui, il était en mode, j'ai une thèse et je veux prouver que j'ai raison. Ouais. Moi, j'en avais rien à foutre. Tu vois, l'Arabie Saoudite, il me paye pas. Ouais. Tu vois, mais ne me dis pas toutes les femmes sont analphabètes alors que tu as 99%. Ne raconte pas de conneries. Tu vois, et c'est public. Et moi, j'étais gentil. Parce qu'après, il a repris un autre podcast. Il a dit, ouais, Tammy, je vais l'exploser. Tu vas rien m'exploser du tout. Parce que tu exploses quelqu'un qui est moyen, qui est fragile. Moi, avec moi, tu tombes sur l'artillerie lourde. Point à la ligne. Exactement. Donc, il reste deux images. Ok, Deux vas-y. images. Ah, Ça, père riche ou... moi, je dirais père riche. l'autoroute du Ou millionnaire. l'autoroute du millionnaire. Père riche. Père riche. L'autoroute du millionnaire, la philosophie MJ. c'est un très bon bouquin, hein, Ouais. MJ DiMarco. Très bon bouquin. Mais il te dit, en fait, tu as les gens qui t'expliquent que tu vas travailler de manière passive et que tu vas avoir des revenus passifs. Et lui, il dit, non, ça, c'est du bullshit. Moi, je veux ma Lamborghini aujourd'hui. C'est ça, la philosophie. Ouais. Je résume. Et père riche, père pauvre, lui, c'est plus de l'éducation financière. C'est plus comment raisonne Mindset, voilà. quelqu'un qui va se libérer financièrement. Et quelqu'un qui va se libérer financièrement, c'est quelqu'un qui va comprendre l'importance des actifs. Acheter de l'immobilier, investir en bourse, tu vois. Et beaucoup de gens n'ont pas cet actif. Et donc, l'idée de Kiyosaki, elle est de dire qu'en fait, tu dois acquérir des actifs qui vont travailler pour toi. Pour toi. Les pauvres travaillent pour l'argent. Les riches ne travaillent pas pour de l'argent. Moi, je ne travaille pas pour de l'argent aujourd'hui. C'est l'argent C'est qui fou. travaille. Ouais. Je ne travaille pas pour de l'argent. Je travaille parce que ça me passionne. Tu vois, tu vas pas me payer. Je suis pas là. Tu vois, je reçois zéro. Et je m'en fiche de recevoir de l'argent. Mais je ne travaille pas pour de l'argent. Mais au départ, tu es obligé de travailler pour de l'argent. Et ça, c'est un principe extrêmement puissant. Donc, MJ DiMarco, c'est bien pour les gens qui sont très bons. Ouais. Et là, clairement, mais C'est pourquoi tu arrives débutes pas toujours avec ça. Tu arrives toujours à, OK, tu as acheté plein de Lamborghini. C'est ce qu'il disait. C'est pas ça la réussite. Tu as plein de villas, mais c'est pas ça la réussite. Tu vois? Et Kiyosaki, lui, par contre, il inculque les vrais principes de liberté financière. C'est très bien. 2 livres. Agir en l'art du trading. Waouh! C'est 2 livres. Alors, l'art du trading, j'en suis hyper fier. C'est mon... Et j'ai pas envie de dire c'est mon premier bouquin. Mon premier bouquin, c'est Psychologie des grands traders. Ouais. Mais moi, quand j'ai écrit ce bouquin, je voulais écrire le meilleur bouquin sur le sujet. Et ce que je n'ai pas appris à l'université. Donc, il y a beaucoup, tu vas voir, il y a des travaux de recherche, c'est vraiment un gros bouquin. 670 pages. Et c'est un bouquin qui va te donner une autre manière de voir les choses, notamment en bourse. Ouais. Tu vois, quand je parle des bulles spéculatives, des comportements moutonniers, c'est un gros bouquin. J'adore ce bouquin. C'est mon premier vrai bouquin. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, on m'avait proposé d'écrire... au départ, je voulais écrire un bouquin. Et mon éditeur m'a dit, waouh, ça fait 1000 pages. Il vaut mieux que tu le scindes en 2. Et c'est ça ce qui a donné Psychologie des grands traders. C'est mon premier bouquin. Ouais. Et l'art du trading, que j'ai écrit en 1 an. Agir,
voilà, c'est un peu comme Kiyosaki, mais à la mode française, africaine, tout ce que tu veux, francophone. Ouais. Parce que Kiyosaki, c'est les Américains. Je t'ai dit. Il parle beaucoup d'impôts et l'imposition ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On n'est pas les mêmes. J'ai compris. On ne se ressemble pas, tu vois. Et il y a beaucoup plus de points communs entre des Africains francophones et des Français qu'avec un Africain francophone et un Américain. Tu vois, ça n'a rien à voir. Vraiment. Et là, en fait, Agir, c'est un bouquin où, voilà, quels sont les principes que j'aurais voulu avoir. Donc, c'est deux dimensions différentes. Mais pour un trader, je dirais l'art du trading. Quelqu'un qui adore la bourse, les marchés, l'art du trading. Pour quelqu'un qui démarre dans la liberté financière ou qui ne veut plus être dans la rat race, Agir, c'est voilà, pour moi, c'est un bouquin il va te donner toutes les bases. Moi, en tout cas, je lis les deux. Si on m'avait demandé, ou bien si on me demande de choisir, je disais Agir. Ouais. Parce que Agir, c'est complet. C'est ça. L'art du trading, c'est pour une niche. C'est pointu, voilà, je suis d'accord. Donc, si tu prends Agir, peu importe, vous êtes trader, vous êtes mathématicien, vous êtes fauché, tu peux le lire. Exact. Ça te donne une orientation. C'est super ce que tu as dit. Donc, et c'est super parce que, pourquoi j'ai créé TKLFA? Parce que moi, au départ, j'étais focus sur le trading. Et après, je me suis dit, mais en fait, il y a beaucoup de gens... Tu vois, le trading, c'est comme un sport de haut niveau. Ouais. Il y a beaucoup de gens, les entrepreneurs, il y a beaucoup de gens, ils essaient de devenir entrepreneurs, ils ne seront pas des entrepreneurs. Beaucoup de gens, ils font du sport de haut niveau, ils ne seront jamais champions. Beaucoup de gens, ils font du trading, ils ne seront jamais traders. Mais libre financièrement, n'importe qui peut le devenir. Ouais. C'est très facile. Il faut juste faire le minimum. Tu épargnes, tu investis, mais c'est un jeu d'enfant. Toi, tu as investi, c'est bon, c'est juste, tu as mis ton argent, tu vois, et basta, et tu laisses. Et ce qui me plaît ici à Dubaï, on me dit même pour le gérance, il peut le faire à ma place. Voilà, tout est facile. Bah, tout est facile. Tu n'as pas besoin de bosser. Ouais. Et donc, Agir, c'est venu vraiment parce que je me suis dit, on a besoin d'éducation financière. Donc, moi, j'étais à fond sur les marchés, mais je t'ai dit, je me suis retrouvé au chômage, RSA. RSA, c'est comme, genre, tu reçois 200 €, c'est la honte. Alors que j'étais diplômé, que j'étais trader. Exactement. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, tu connais Jesse Livermore? Ouais. J'en parle beaucoup dans mes bouquins. Exactement. Tu sais que Jesse Livermore, à 52 ans, il a gagné 100 millions de dollars durant le crack de 1929. Ouais. Et tu sais qu'à 61 ans, 62 ans, il est mort ruiné. Ouais. Donc, il est passé de 100 millions de dollars à 52 ans à ruiné. Pourquoi? Pas d'éducation financière. Le mec, il dépensait son argent n'importe comment, il menait la belle vie, il avait un yacht. C'est très important. Et là, tu peux être très riche, tu peux être le meilleur. Jesse Livermore, c'est le meilleur. Ouais. Pour moi, c'est le meilleur trader de tous les temps. Mais le mindset. Le mindset, c'est très important. Et il a pété un câble. Et là, moi, je sais que je peux être très bon sur les marchés, mais je peux avoir des années mauvaises. Ouais. Mais si je dépends de la bourse pour vivre, il y a un problème. Je suis nul. Je dois dépendre de revenus passifs qui n'ont rien à voir avec mon talent. Et par contre, quand je serai bon, là, je vais exploser mes revenus passifs. Ouais. Mais quand je suis mauvais, bah, j'ai la bourse et l'immobilier qui prennent le relais. Et donc, c'est clair que si quelqu'un démarre, agir. Ouais. Donc, je pense que ce que on va faire sur cette vidéo, même si on n'a pas l'habitude, on va mettre le lien, on va le trouver, ou bien Tammy va m'envoyer, on va mettre sur la barre de description pour ceux qui veulent. Tu sais qu'on propose l'audiobook de Agir gratuitement. Donc, on va mettre tous les liens pour ceux qui veulent. Tammy.net/agir gratuit. Je vais mettre le lien sur la barre de description. Mettre aussi le lien de Agir, que ce soit sur Amazon ou peu importe. Et c'est un bon livre que je peux vous dire qu'acheter, vous n'allez pas le regretter. On a une dernière image. Notre dernière image. C'est notre dernière image. Donc, je pense que le temps nous est compté maintenant. Oui. Mais on a une dernière image. Dernière image. Je pense que c'est... Oui, l'image. En tout cas, l'image, c'est... Comment se faire des amis de Dale Carnegie ou comment se faire des amis de Dale Carnegie ou 48 lois du pouvoir. Comment se faire des amis. Sans réfléchir. Ouais, sans réfléchir, parce que pour moi, ce livre, tu vois, il y a plein de principes de bon sens, tu vois, comment parler aux gens, comment te comporter avec les gens, Et le pouvoir, moi, c'est pas mon truc. C'est ok, d'accord, c'est intéressant, mais je trouve comment se faire des amis, c'est beaucoup plus pratique pour tout le monde. Tu vois, c'est-à-dire, n'importe qui, ce bouquin, il va t'apporter des choses. Moi, je l'avais lu il y a longtemps. Et je sais que ce bouquin, j'avais dit, waouh, tu vois, il y a plein de principes qui sont toujours d'actualité.
Et tous les grands leaders du monde, je pense, moi, ce que j'ai lu, surtout j'adore les biographies, parlent de ces livres, comme Barack Obama. Beaucoup de personnes, non, mais c'est incroyable. Jacques Chirac, toutes ces personnes parlent de l'importance de ces livres. C'est l'un des meilleurs bouquins. Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Ouais, c'est l'un des meilleurs bouquins. Donc, je pense qu'on a passé un très bon moment. Moi, j'aurais aimé continuer à bavarder jusqu'à demain parce que c'est une leçon de vie, on apprend beaucoup. Mais chaque chose aussi a un fin. Donc, Tammy, c'était un grand, grand plaisir de vous accueillir. Vous êtes mon mentor. Vous m'avez motivé, inspiré à s'intéresser, à avoir confiance. Parce que votre page, ce n'est pas uniquement la bourse ou le marché financier, mais c'est du développement personnel. Vraiment agir que vous dites, action, action, valeur, valeur. Je l'ai appris, je l'ai adopté dans tout ce que je fais. Donc, je vous dis un grand, grand, grand merci. C'est un vrai plaisir d'avoir cet honneur aujourd'hui. Et je pense qu'aussi la communauté a appris beaucoup de choses. Donnez votre point de vue sur les commentaires. Ce sera un grand plaisir de vous lire. Il a laissé beaucoup de choses pour venir. On le sait déjà. Il n'accorde pas beaucoup d'interviews, vous le savez très bien. Et s'il le fait, nous, on ne peut pas vraiment exprimer notre gratitude. Donc, que Dieu te bénisse. Merci infiniment. Voilà. Et je vous dis ce que je vous avais dit tout à l'heure. Et j'espère juste que cette vidéo, elle va impacter, elle va motiver les gens à agir. Exactement. Dernière chose que je vais faire, une sollicitation au nom de tous les Africains, c'est que dites-vous que ce sera un grand honneur pour nous de vous accueillir. C'est votre Afrique. On compte sur vous. On compte sur des gens comme vous qui sont à l'extérieur, qui impactent. Votre présence va encore impacter des millions de jeunes. L'Afrique est à cette phase de développement, de croissance. On est en train de se battre. Moi, personnellement, aujourd'hui, j'ai des amis ici qui me disent que non, c'est avec ton business, si tu vis à Dubaï, ça va encore cartonner plus. Mais je fais partie des mecs qui disaient tout le temps non. Si à chaque fois quelqu'un avoir la possibilité de faire et partir, quand est-ce qu'on va construire? J'ai eu cette malchance. Moi, tout mon business n'est pas online. Moi, j'ai des amis, des entreprises physiques au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Burkina. Et cette entreprise n'est pas encore aussi solide pour que je me débrasse, pour qu'il continue à fonctionner. Je suis obligé de rester en Afrique. C'est ça qui me maintient en Afrique. C'est pourquoi les gens qui passent tout le temps aussi à critiquer, ils ne savent rien. Donc, on a aujourd'hui ces possibilités de vivre à Dubaï, tranquille, de faire ma vie. Mais je me suis dit qu'on a besoin vraiment un petit soutien pour que l'Afrique upgrade. Et vraiment, dites-vous que le jour où ce serait possible de le mettre sur l'agenda, les Africains seront prêts à prendre tout en charge. Viens juste nous visiter. Même si c'est 2 heures de temps que vous allez partager avec les jeunes, ce sera un plaisir. Merci beaucoup. Merci. Et je vous dis agir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. À très bientôt.